l'empire qui a relié le monde. Imagine un cavalier galopant à toute allure sur une longue route poussiéreuse, le soleil brûlant au-dessus de sa tête, l'air tremblant sous la chaleur. Dans sa main, une pochette en cuir scellée de cire royale. Derrière lui bat le cœur d'un empire, des villages, des relais, des marchés et des montagnes, tous unis par une seule idée, que les gens, même séparés par des déserts et des mers, pouvaient appartenir à quelque chose de plus grand. Ce cavalier ne portait pas seulement un message, il transportait le pouls de l'Empire perse, le premier véritable réseau qui ait relié le monde antique. Bien avant les réseaux sociaux, les emails ou même l'imprimerie, la Perse possédait déjà quelque chose d'extraordinaire, la connexion. Sous des rois comme Cyrus le Grand et Darius Ier, l'Empire perse s'étendait de la vallée de l'Indus à l'est jusqu'à la mer Égée à l'ouest. Imaginez-le, des dizaines de nations, des centaines de langues et des millions de personnes, tous reliés par un système qui fonctionnait réellement. Et tout cela reposait sur une vision qui ne se contentait pas de conquérir, mais qui savait organiser. Cyrus le Grand a commencé avec une idée révolutionnaire, le respect. Lorsqu'il captura Babylone, il ne la brûla pas. Il restaura les temples, libéra les prisonniers et permit à chacun de pratiquer sa foi librement. Cela peut sembler ordinaire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était du jamais vu. La plupart des conquérants régnaient par la peur, Cyrus, lui, régnait par la confiance. Il avait compris quelque chose d'intemporel. Les gens coopèrent si vous les traitez comme des êtres humains. Et cela devint l'arme secrète de la Perse, la tolérance comme outil de pouvoir. Puis vint Darius, le grand architecte de l'Empire. Si Cyrus était le rêveur, Darius était le bâtisseur. Il regarda un royaume qui s'étendait sur des milliers de kilomètres et déclara « Rendons cela gérable ». Il le divisa en provinces ou satrapies, chacune dirigée par un gouverneur, un satrape, chargé de percevoir les impôts, de maintenir l'ordre et de rendre compte directement au roi. Cela semble banal aujourd'hui, mais c'était l'un des premiers exemples d'un gouvernement véritablement centralisé. C'est le même concept qu'on retrouve dans les États modernes, simplement sans la paperasse. Et puis, il y eut la route royale, un chef-d'œuvre d'infrastructure. Imaginez, plus de 2700 km de route lisse et sécurisée reliant l'empire de Sardes à Suse. Le long du trajet se trouvaient des relais avec des chevaux frais, de la nourriture et de l'eau. Les courriers pouvaient transporter les décrets royaux à travers tout l'empire en environ une semaine, plus vite que bien des lettres envoyées dans l'Europe du XVIIIe siècle. Hérodote, l'historien grec, écrivit même que « ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni la nuit n'arrêtèrent ces messagers ». Cela vous dit quelque chose ? Le service postal américain reprit plus tard cette phrase, un petit écho de l'influence durable de la Perse. Mais la route royale ne servait pas qu'aux messagers. C'était le système circulatoire de l'Empire. Les marchands y transportèrent de la soie, des épices, de l'ivoire et de l'or. Les soldats y défilaient, les pèlerins la suivaient. Les idées y circulaient plus vite que jamais. Le zoroastrisme, le commerce et la technologie se répandaient le long de cette unique voie. Pour la première fois dans l'histoire, le monde antique semblait plus petit, uni non seulement par la conquête, mais aussi par la communication. Et c'est cela qui rendait la Perse différente. Les empires avant elle s'étaient élevés et effondrés dans le feu et le chaos. Mais la Perse, elle, bâtit quelque chose pour durer, un système, une manière de gouverner, d'échanger et de penser que d'autres allaient imiter pendant des siècles. Les Grecs en empruntèrent des éléments, les Romains les perfectionnèrent et même les nations modernes en portent encore la trace. Les frontières, l'administration, les postes, la fiscalité, tout cela plonge ses racines dans la Perse. Bien sûr, aucun empire ne dure éternellement. La même route royale qui portait autrefois les décrets du roi transmit un jour la nouvelle de l'invasion d'Alexandre le Grand. À ce moment-là, la Perse était devenue trop vaste, trop lourde de sa propre gloire. Mais voilà, quand Alexandre conquit la Perse, il ne la détruisit pas, il l'absorba. Il admira sa culture, épousa une princesse perse et adopta certaines de ses coutumes. Même le plus grand conquérant du monde ne put résister à l'empire qui reliait tout. Réfléchissez-y un instant. À une époque où la plupart des gens ne parcouraient jamais plus de quelques kilomètres, loin de leur lieu de naissance, la Perse créa un monde où l'on pouvait traverser montagnes, déserts et rivières, et retrouver partout les mêmes lois, les mêmes routes et même les mêmes pièces de monnaie. Ce genre d'unité ne naît pas par hasard. Il faut de l'imagination, de la discipline et la conviction que l'ordre pouvait s'étendre jusqu'à l'horizon. Aujourd'hui,
Nous parlons de mondialisation comme d'une invention moderne. Mais la vérité, les Perses l'ont fait les premiers. Leur empire n'était pas seulement un territoire et du pouvoir, c'était un réseau de liens, d'échanges, de culture et de communication. Ils ont montré à l'humanité que la distance pouvait être franchie, que la différence n'impliquait pas la division, et que le monde, aussi vaste soit-il, pouvait ne faire qu'un. Alors, la prochaine fois que vous enverrez un message à l'autre bout du monde en quelques secondes, pensez à ce cavalier solitaire sur la route royale, filant à toute vitesse, soulevant la poussière derrière lui, portant non seulement les mots d'un roi, mais l'esprit du premier empire mondial. L'empire qui, bien avant Internet, avait relié le monde. Darius, et le plan du pouvoir. Imagine entrer dans une salle où tout le monde parle en même temps. Différentes langues, différentes opinions, chacun voulant diriger à sa manière. Maintenant, imagine que c'est toi qui dois faire sens de tout cela. Voilà à quoi ressemblait la vie de Darius le Grand, dès son premier jour en tant que roi de l'Empire perse. Il n'a pas hérité d'un royaume paisible et bien organisé. Il est arrivé en plein chaos. Des rébellions éclataient, des provinces se comportaient comme des pays indépendants, et les nobles complotèrent dans l'ombre. La plupart auraient craqué sous une telle pression. Mais Darius, non seulement il a tenu bon, mais il a transformé ce désordre en l'empire le plus efficace que le monde antique ait jamais connu. Et il y est parvenu grâce à un plan, un véritable plan du pouvoir. Darius n'était pas le fondateur de l'Empire perse. Cet honneur revenait à Cyrus le Grand, mais c'est lui qui en bâtit la structure. Cyrus avait créé le rêve. Darius en fit une réalité. On pourrait dire qu'il fut l'architecte de l'Empire, non son conquérant. Il avait compris qu'on ne peut pas gouverner un monde immense avec seulement des épées et la peur. Il faut des systèmes, des règles qui tiennent même quand le roi ne regarde pas. Alors Darius se mit au travail. Il contempla son immense empire, de l'Égypte à l'Inde, des montagnes de Perse jusqu'au rivage de la mer Égée, et se dit « Il nous faut de l'ordre ». Son premier geste fut brillant. Il divisa l'empire en satrapies, ou provinces, chacune dirigée par un gouverneur appelé satrape. C'était comme créer de petits royaumes dépendants du pouvoir central, mais gardant une certaine autonomie locale. Astucieux, non? Mais Darius n'était pas naïf. Il savait que déléguer le pouvoir pouvait inviter à la trahison. Il mit donc en place un système pour garder tout le monde honnête, les célèbres yeux et oreilles du roi. Ces inspecteurs royaux parcouraient l'empire pour surveiller gouverneurs, soldats et percepteurs d'impôts. Ils rapportaient directement à Darius. Imagine être un satrape sans savoir si l'homme assis à côté de toi au dîner était l'un des espions du roi. Cela poussait tout le monde à rester, disons, correct. Et puis vint la route royale. Tu t'en souviens? C'est Darius qui en fit une véritable artère de l'empire. Des messages qui prenaient autrefois des mois pouvaient désormais traverser la Perse en quelques jours. Les registres d'impôts, les ordres militaires, les rapports de commerce, tout circulait plus vite. L'empire devint quelque chose de rare pour son époque, efficace. Mais Darius n'était pas seulement un homme de contrôle. Il avait une vision, un équilibre entre ordre et respect. Il comprenait qu'un peuple gouverné avec sagesse obéit mieux qu'un peuple écrasé. Il permit donc aux terres conquises de conserver leurs coutumes, leur langue et leur religion. L'Égypte continua ses cultes traditionnels. Babylone célébra encore ses fêtes. Tant que les impôts étaient payés et la paix maintenue, le roi des rois était satisfait. Cela dit, Darius aimait que tout soit bien rangé. Il introduisit une monnaie unique, le darik d'or, afin que les marchands puissent se commercer à travers des milliers de kilomètres, sans se soucier de dizaines de monnaies différentes. Il mesura les terres pour un impôt plus juste et mit en place une sorte de service postal avant l'heure pour fluidifier la communication. Chaque réforme renforçait un peu plus la cohésion de l'Empire. Et son génie n'était pas que politique, il était aussi architectural. Il fit bâtir Persépolis, le joyau de la Perse, une cité conçue non seulement pour vivre, mais pour impressionner. Quand les ambassadeurs étrangers pénétraient dans Persépolis et voyaient ces immenses escaliers, ces salles majestueuses et ces sculptures représentant rois, lions et guerriers, ils ne voyaient pas un homme, ils voyaient le pouvoir incarné dans la pierre. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Darius était ambitieux, peut-être trop. Il tenta d'étendre la Perse jusqu'en Grèce, cherchant à pousser les frontières toujours plus loin vers l'ouest. Mais les guerres grecques ne se déroulèrent pas comme il l'espérait, preuve que même les plus grands stratèges ne peuvent tout prévoir. Pourtant, malgré les revers,
son héritage reste immense, car là où d'autres bâtirent des empires qui s'effondrèrent à la mort de leur roi, Darius créa un système capable de lui survivre. Son plan, équilibre, communication, confiance et crainte, perdura des générations après lui. On peut presque l'imaginer arpentant Persépolis dans ses dernières années, observant scribes, soldats et marchands évoluer comme les rouages d'une machine qu'il avait lui-même conçue. Peut-être souriait-il, sachant qu'il avait accompli ce que peu d'hommes peuvent le prétendre. Non seulement régner sur un empire, mais l'organiser. Et c'est là tout l'intérêt de Darius. Il n'était pas le héros guerrier comme Cyrus, ni le monarque vengeur comme Xerxès. Il était le stratège, l'esprit derrière la puissance. Son empire n'était pas qu'un territoire, c'était un système vivant. Alors, quand on parle aujourd'hui d'administration, d'impôts ou de structure gouvernementale, on fait sans le savoir écho à un homme qui vécut il y a 2500 ans. Darius le Grand, le roi qui transforma un empire en chef-d'œuvre de gestion. Et ce plan, il existe encore. Chaque système cherchant à instaurer l'ordre dans un monde chaotique, chaque gouvernement qui équilibre contrôle et confiance, porte en lui un fragment de l'idée de Darius, le rêve d'un pouvoir guidé par un but. 9. Quand la Perse régnait sur le monde. Imagine-toi debout sur une falaise, face à un horizon immense, de la mer Méditerranée jusqu'aux confins de l'Inde, et réalise que presque tout ce que tes yeux peuvent voir appartient à un seul empire. Pas un rêve, pas une exagération, mais une étendue réelle, gouvernée par une seule puissance, une seule vision et une seule idée de l'ordre. Voilà ce qu'était la Perse à son apogée, quand elle régnait véritablement sur le monde. C'est presque difficile à imaginer aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous vivons dans un monde de pays séparés, de frontières et de désaccords constants. Mais au 5e siècle avant notre ère, sous des rois comme Cyrus le Grand, Darius le Grand et Xerxès, l'empire perse n'était pas seulement grand, il était inimaginablement vaste. Plus de 40% de la population mondiale vivait sous la domination perse. C'est comme si un seul gouvernement dirigeait aujourd'hui toute l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient réunis. Mais ce qui rendait la domination perse fascinante, ce n'était pas seulement sa taille, c'était la manière dont elle tenait ensemble. Les empires précédents avaient conquis, la Perse, elle, avait organisé. C'était comme voir quelqu'un prendre un puzzle chaotique et pièce par pièce l'assembler parfaitement. Tout commença avec Cyrus le Grand. Ce n'était pas un conquérant comme les autres. Quand il entra dans Babylone, il ne la réduisit pas en cendres, il libéra le peuple. Il permit aux exilés de rentrer chez eux, y compris les Juifs, et les aida même à reconstruire leur temple. Son message était simple mais révolutionnaire. Les peuples pouvaient se garder leur foi, leur langue et leurs coutumes, tant qu'ils respectaient la loi perse. C'était la tolérance utilisée comme outil d'unité, et cela fonctionnait. Cyrus n'était pas craint comme un tyran, il était admiré comme un libérateur. Puis vint Darius, le grand organisateur de l'Empire. Si Cyrus était le rêveur, Darius était le bâtisseur. Il regarda cette immense étendue et se dit « Bon, il est temps de faire fonctionner tout ça. » Et il y parvint brillamment. Il divisa l'Empire en provinces appelées satrapies, chacune dirigée par un gouverneur. Mais il était trop malin pour confier trop de pouvoir à un seul homme. Alors, il nomma d'autres responsables, des percepteurs d'impôts et des inspecteurs royaux, les célèbres yeux et oreilles du roi. Et si tout cela te semble familier, c'est normal. Darius a pratiquement inventé le modèle que les gouvernements modernes utilisent encore. Un système de taxes, une administration régionale, une monnaie unifiée. Avant lui, tu ne pouvais pas simplement entrer sur un marché en Égypte et utiliser la même pièce qu'en Perse. Mais sous Darius, c'était possible. Le commerce prospéra. La communication devint fluide. Soudain, un empire n'était plus seulement conquis, il était connecté. Et c'est là qu'intervint la route royale, la colonne vertébrale de l'empire. Une route de 2700 km reliant Sardes à Suse, parsemée de relais, où des messagers pouvaient s'emporter des dépêches d'un bout à l'autre en une semaine. Une semaine. C'était la vitesse d'un service express avant l'heure. L'historien Hérodote écrivit même « Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni la nuit n'empêchent ces courriers d'accomplir leur mission avec la plus grande rapidité. » Ça te dit quelque chose? Exactement. Le service postal américain a repris cette phrase des millénaires plus tard. Mais la Perse, ce n'était pas seulement de l'efficacité et des routes. C'était une vision. En te promenant parmi les ruines de Persépolis, tu peux encore la ressentir, ces immenses colonnes gravées de scènes représentant des peuples venus de tout l'Empire apportant des présents au roi.
Égyptiens, Indiens, Grecs, Babyloniens, tous représentés côte à côte, non comme des prisonniers, mais comme des participants à une œuvre commune. Le message était clair. L'Empire ne se bâtissait pas en écrasant les différences, mais en les unissant sous un même ordre. Bien sûr, comme toutes les grandes puissances, la Perse avait ses défauts, son orgueil, ses guerres, ses excès. Xerxès l'a pris à ses dépens lorsqu'il tenta d'envahir la Grèce. Mais même après ses défaites, l'influence perse ne disparut pas. Ses idées survécurent à ses frontières. Quand Alexandre le Grand finit par conquérir la Perse, il ne la détruisit pas, il l'adopta. Il porta des vêtements perses, épousa des nobles perses et conserva leur système de gouvernement parce qu'il reconnaissait le génie de leur organisation. Même les puissants Romains, des siècles plus tard, étudièrent la manière perse de gouverner. Leurs routes, leurs postes, leur bureaucratie, tout portait encore l'empreinte de Darius et de Cyrus. Et peut-être que c'est là la vraie raison pour laquelle la Perse régna sur le monde, non pas seulement par la force, mais par les principes. Les Perses croyaient qu'un empire pouvait être plus qu'une chaîne de terre conquise. Il pouvait être un réseau de peuples, différents mais liés, divers mais unis autour de quelque chose de plus grand qu'eux. Alors, quand on dit que la Perse régnait sur le monde, il ne s'agit pas seulement de cartes ou de rois, c'est le souvenir d'un moment dans l'histoire où l'humanité tenta quelque chose d'extraordinaire, mêler la puissance à la tolérance, la conquête à la compassion et le contrôle à la communication. Et peut-être que c'est pour cela que, même après des milliers d'années, les échos de cet empire résonnent encore. Parce que les Perses n'ont pas régné sur le monde uniquement par la force. Ils l'ont fait par leur vision. Et cette vision, d'une certaine manière, façonne encore la nôtre aujourd'hui. 10. Le battement de cœur d'un empire, les messages sur la route royale. Imagine la scène, le soleil brûlant d'un après-midi perse, la poussière soulevée par des sabots frappant la terre dure. Un courrier, vêtu des couleurs royales, galope sur une route qui semble ne jamais finir, depuis les rives de la mer Méditerranée jusqu'aux montagnes au cœur de la Perse. Il transporte quelque chose de précieux. Pas de l'or, pas des bijoux, mais un message. Un simple parchemin scellé du sceau du roi. Et à cet instant, ce cavalier n'est pas qu'un homme sur un cheval. Il est le battement de cœur de tout un empire. Arrêtons-nous un instant. Nous parlons de 2700 km de route, la route royale, reliant Sardes, près de la Turquie actuelle, à Suse, au cœur de la Perse. C'est comme chevaucher de New York à Denver, sans voiture, sans GPS, ni café au bord de la route. Et pourtant, les messages parcouraient cette distance en environ une semaine. Une semaine. Au 5e siècle avant notre ère, c'était tout simplement magique. Les Perses n'ont pas inventé les routes, mais ils les ont perfectionnées. Darius le Grand, tu te souviens, celui qui transforma un empire en une machine bien huilée, comprit très tôt que le pouvoir ne se limitait pas à conquérir des terres. Il fallait les relier. Ainsi naquit la route royale, la colonne vertébrale de l'empire, sa ligne de communication, la preuve que la force du pouvoir ne reposait pas sur la peur, mais sur l'efficacité. Mais le vrai génie ne résidait pas seulement dans la route elle-même, mais dans ce que Darius construisit tout au long de celle-ci. Tous les 25 à 30 milles, il y avait une station de relais, un poste où des chevaux frais attendaient et où les messagers pouvaient se reposer. Dès qu'un courrier arrivait, un autre prenait la dépêche et repartait aussitôt, comme dans une course de relais traversant des continents. Hérodote, l'historien grec, écrivit à leur sujet « Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni la nuit n'empêchent ces courriers d'accomplir leur mission avec la plus grande rapidité. » Ça te rappelle quelque chose? Oui, cette phrase est devenue, des milliers d'années plus tard, la devise non officielle du service postal américain. Parce qu'en matière de communication, les Perses étaient les véritables pionniers. Imagine être l'un de ces messagers. Tu traverses des montagnes, des déserts, des villes, des rivières. Tu passes par des terres habitées par des dizaines de peuples, Lydiens, Babyloniens, Égyptiens, chacun parlant sa langue, suivant ses croyances, mais tous appartenant au même empire. Et partout où tu t'arrêtes, tout le monde comprend une chose. Le message du roi doit passer. La route n'était pas qu'un ruban de pierre et de poussière. C'était un lien de confiance, et cette route ne transportait pas seulement des décrets royaux ou des impôts. Elle faisait circuler des nouvelles, du commerce, des idées. Elle reliait des civilisations qui, autrement, ne se seraient peut-être jamais rencontrées. Un marchand de Babylone pouvait vendre ses produits à Sardes. Un érudit grec pouvait rejoindre Persépolis.
Un soldat en poste en Égypte pouvait recevoir des ordres venus de Suse en quelques jours. C'était comme si la Perse avait créé son propre Internet, un réseau physique vibrant d'échanges et d'informations. Mais au fond, la route royale était bien plus qu'un chef-d'œuvre d'efficacité. Elle était un symbole. Chaque mille parcouru racontait la vision de Darius pour son empire, vaste mais uni, divers mais ordonné. Cette route disait « Nous sommes connectés, chaque province, chaque peuple, chaque voix. » Et à une époque où la plupart des empires gouvernaient par la peur, la Perse régnait par la communication. Bien sûr, tout n'était pas simple. Des bandits rôdaient, le climat pouvait devenir impitoyable, les montagnes d'Anatolie étaient redoutables, et les déserts proches de la Perse pouvaient engloutir un homme. Mais malgré tout, les messagers continuaient leur course, car si un message portait le sceau du roi des rois, rien ne pouvait l'arrêter. Et il y a quelque chose de poétique là-dedans, non ? L'idée qu'un empire tenait sa force non pas dans ses épées ou ses chars, mais dans sa capacité à écouter, à envoyer, à recevoir, à rester connecté à travers des distances impossibles. Quand on y pense, chaque empire qui suivit, de Rome à la Grande-Bretagne, reprit une page du modèle perse. Les routes romaines, inspirées par la Perse. Les systèmes postaux, même origine. Même la logistique moderne doit beaucoup à cette ancienne route, où des cavaliers, sous un soleil de feu, portaient entre leurs mains le battement de cœur d'un empire. Et aujourd'hui, quand les archéologues marchent sur ces pierres usées par le temps, ils disent qu'on peut presque entendre encore l'écho des sabots, le vent qui transporte les murmures des cités lointaines, le souffle d'un empire vivant et conscient, car la route royale, au fond, n'était pas seulement un chemin tracé dans la terre, c'était un organisme vivant, un réseau vibrant qui gardait des millions d'âmes reliées, informées, et d'une certaine façon, visibles. Alors, la prochaine fois que tu envoies un message ou que tu suis un colis en ligne, souviens-toi, bien avant la fibre optique et les satellites, il y avait des cavaliers qui galopaient sur la route royale, portant des mots capables de façonner des empires. Et quelque part, dans cette poussière, dans le rythme de leur course, tu peux encore le sentir, le battement de cœur de la Perse. 14. De la conquête à la connexion. Comment la Perse a transformé la civilisation imagine ceci. Le vent du désert soulève un nuage de poussière, tandis que des cavaliers galopent sur une route qui semble s'étendre à l'infini. Ils portent des messages scellés du sceau du roi, des ordres qui traverseront montagnes, rivières et cités avant la tombée de la nuit. Ce n'est pas une scène inventée, c'est le cœur battant de l'Empire perse, une civilisation ancienne qui n'a pas seulement conquis le monde, mais l'a relié. Quand on pense aux empires, on imagine souvent des champs de bataille, des épées et l'ambition. La Perse avait tout cela, mais aussi quelque chose de bien plus puissant, l'imagination. Sous Cyrus le Grand, Darius Xerxès, la Perse créa non seulement un royaume de terres et de peuples, mais aussi un réseau de culture, de commerce et d'idées qui lia le monde antique comme jamais auparavant. Tout commença avec Cyrus le Grand, un conquérant qui choisit la compassion plutôt que la cruauté. Lorsqu'il entra à Babylone, on s'attendait à un bain de sang. Au lieu de cela, Cyrus arriva en libérateur. Il libéra les captifs, permit aux peuples exilés de rentrer chez eux et fit reconstruire les temples que d'autres empires avaient détruits. Imagine le choc, un souverain qui n'efface pas ses ennemis, mais les accueille. Cyrus avait compris quelque chose de fondamental. La connexion est plus forte que le contrôle. Son empire ne se bâtissait pas seulement avec des armées, mais avec la confiance. Puis vint Darius Ier, le bâtisseur, l'organisateur, celui qui transforma le rêve de Cyrus en un système. Il divisa l'empire en satrapies ou provinces, chacune gouvernée par des administrateurs loyaux qui rendèrent compte directement au roi. C'était de la bureaucratie avant même que le mot n'existe. Les impôts furent uniformisés, la justice codifiée et des pièces d'or, les fameux darics, commencèrent à circuler sur des milliers de kilomètres. Pour la première fois dans l'histoire, un marchand d'Égypte pouvait vendre des biens en Inde avec la même monnaie et sous la même protection impériale. Ce n'était plus la conquête, c'était la civilisation en marche. Et puis, il y eut la route royale, 2700 kilomètres de pur génie. Elle s'étendait de Sardes, près de la mer Égée, jusqu'à Suse, au cœur de la Perse. Tout au long du trajet se trouvaient des relais avec chevaux frais et provisions, permettant aux messagers royaux de transporter des décrets à une vitesse record. Hérodote, l'historien grec, ne put qu'admirer ce système. Il écrivit « Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni l'obscurité de la nuit n'empêchent ces courriers d'accomplir leur mission. »
Cela te dit quelque chose? Cette phrase inspirera bien plus tard la devise du service postal moderne. La Perse avait inventé la communication express bien avant que le monde n'en rêve. Mais la véritable magie de la Perse ne résidait pas seulement dans ses routes ou son administration. Elle se trouvait dans la façon dont elle traitait la diversité. À l'intérieur de ses frontières vivaient des Égyptiens, des Grecs, des Babyloniens, des Juifs, des Indiens et bien d'autres encore. Chacun autorisé à garder sa foi, sa langue, ses traditions. L'Empire n'imposait pas l'uniformité, il célébrait la différence. Cette tolérance n'était pas une faiblesse, mais une force subtile. Quand les peuples se sentaient respectés, ils coopéraient plutôt que de se rebeller. C'est ainsi que la Perse maintint un empire s'étendant du fleuve Indus à la Méditerranée. Non par la guerre permanente, mais grâce à un ordre partagé. Voyager à travers ce vaste territoire révélait quelque chose de remarquable. La stabilité. Les marchés étaient florissants, les temples restaurés, les routes sûres. Le savoir circulait librement. Les érudits et administrateurs perses rassemblaient la sagesse du monde entier, les mathématiques de Babylone, la médecine d'Égypte, la philosophie de Grèce et l'astronomie d'Inde. Ces idées se mélangeaient, évoluaient et formaient en la base des civilisations futures. L'Empire perse ne protégeait pas seulement ses frontières, il protégeait l'étincelle même du progrès. Bien sûr, tout n'était pas parfait. Le pouvoir a toujours ses zones d'ombre. Xerxès, fils de Darius, hérita non seulement d'un vaste empire, mais aussi de la guerre inachevée de son père contre la Grèce. Son invasion fut légendaire, des ponts de bateaux traversant l'Hellépont, une armée immense comme la mer. Pourtant, même après sa défaite à Salamine, la Perse survécut. Elle ne s'effondra pas, elle s'adapta. C'est la différence entre un royaume bâti sur la conquête et un empire fondé sur la connexion. Lorsqu'Alexandre le Grand envahit la Perse un siècle plus tard, il ne la détruisit pas, il l'absorba. Il adopta les coutumes perses, épousa une princesse perse et gouverna selon leurs principes. Même lui, l'homme qui conquit le monde connu, reconnut le génie de l'empire qui l'avait précédé. L'idée perse, l'unité dans la diversité, l'ordre par le respect, survécut bien au-delà de ses rois. Et on peut encore la sentir aujourd'hui. Le concept de province sous un gouvernement central, perse. L'usage de courriers officiels, perse. L'idée d'un empire bâti sur une administration partagée plutôt que sur la force brute, c'est encore la Perse. Alors, quand on parle de la manière dont la Perse a transformé la civilisation, il ne s'agit pas seulement de palais, de guerres ou de trésors. Il s'agit des révolutions silencieuses, les lois, les routes, la tolérance, le commerce, qui ont rendu le monde antique plus petit, plus uni, plus humain. De la conquête à la connexion, voilà le véritable voyage de la Perse. Pas seulement un empire de rois, mais un empire d'idées. Et ces idées, une fois lancées, n'ont jamais vraiment disparu. Elles ont continué à voyager, sur de nouvelles routes, à travers de nouvelles nations, façonnant encore aujourd'hui notre manière de vivre, de diriger et de nous relier. Roi des rois, l'ascension de l'empire d'or de la Perse. Imaginez une vaste plaine au lever du soleil, l'air encore frais, l'horizon baigné d'or. Au loin, une procession avance lentement vers une ville magnifique qui s'élève du désert. Des chevaux drapés de soie, des bannières brillant dans la lumière du matin, et au centre de tout cela, un homme dont le nom inspire à la fois crainte et admiration, le roi des rois. Ce n'est pas un mythe ni une légende, c'est la Perse à son apogée, l'empire qui unit la moitié du monde connu sous une couronne d'or. Tout commença avec Cyrus le Grand, un homme qui transforma le sens même du mot « régner ». Il n'était pas né dans une puissance écrasante, il l'avait bâtie. Lorsqu'il renversa le roi Mède et tourna son regard vers l'ouest, on s'attendait à un nouveau tyran. Mais Cyrus devint tout autre chose, un conquérant qui libérait. Quand il entra à Babylone en 539 avant notre ère, il ne mit pas la ville à sac. Il restaura ses temples, libéra ses habitants et leur permit de vivre selon leurs coutumes. Ce geste de clémence était révolutionnaire. Ce n'était pas seulement de la politique, c'était une vision. Cette vision transforma la Perse, d'un ensemble de tribus dispersées, en une civilisation qui croyait en l'unité dans la diversité. Les peuples étaient quand même libres de pratiquer leur religion, de parler leur langue, et pourtant de faire partie d'un tout plus grand, l'Empire. Sous Cyrus, la loyauté devint une fierté, non une peur. On peut presque entendre les marchands dans les bazars de Sardes où les prêtres de Babylone murmuraient son nom, Cyrus, le roi juste, le libérateur.
Puis vint Darius Ier, l'homme qui transforma un rêve en un monde organisé. Si Cyrus était le cœur de la Perse, Darius en fut l'architecte. Face à cet immense empire, s'étendant de l'Inde à l'Égypte, il vit le besoin d'ordre. Alors il le créa. Il divisa la Perse en provinces appelées satrapies, chacune dirigée par un satrape qui répondait directement à lui. Il fit construire des routes reliant toutes ces terres, dont la plus célèbre, la route royale, 2700 km d'une voie soigneusement entretenue, où circulaient messages, soldats et marchandises plus vite que jamais auparavant. Imaginez, des courriers royaux traversant montagnes et déserts, changeant de chevaux dans des relais prévus pour eux. Ce qui prenait des mois ailleurs ne prenait que quelques jours en Perse. Un message pouvait aller de la mer Égée au golfe Persique en une semaine. Hérodote lui-même s'en émerveilla, écrivant « Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni la nuit n'arrêtent ces messagers. » Cela vous rappelle quelque chose? Même notre serment postal moderne s'inspire des cavaliers de Darius. Mais Darius ne construisit pas seulement des routes, il construisit la confiance. Il introduisit une monnaie unique, le daric d'or, qui devint le cœur battant du commerce, de l'Égypte à l'Inde. Il établit un code de loi uniforme et fit frapper des pièces à son effigie, rappelant à tous qui tenaient les rênes de l'Empire. Et quand il fit ériger Persépolis, cette capitale étincelante de marbre et d'or, il ne bâtissait pas qu'un palais, il créait un symbole. Chaque escalier, chaque bas-relief racontait la même histoire. Plusieurs peuples, un seul empire. Sous Darius, la Perse devint plus qu'un empire, elle devint un système. Soldats, marchands, prêtres et paysans faisaient tous partie d'un grand ensemble harmonieux. Le commerce prospéra, les villes s'épanouirent, et pendant un temps, le monde sembla enfin en équilibre. Puis vint Xerxès, fier, puissant et déterminé à poursuivre l'héritage de son père. Il fit face à des défis immenses, des révoltes internes et les célèbres guerres contre la Grèce. Son invasion, avec une armée gigantesque franchissant le détroit de l'Hellespont sur des ponts flottants, demeure l'un des moments les plus spectaculaires de l'histoire. Bien qu'il échoua à conquérir les Grecs, son ambition révéla toute la confiance et la grandeur de la Perse. Même la défaite ne put ternir la splendeur de l'Empire. Ce qui rendait vraiment la Perse dorée, ce n'était pas seulement sa richesse ou ses armées, c'était son humanité. Elle permettait la différence sans imposer l'uniformité. Un Égyptien pouvait servir dans la même armée qu'un Babylonien ou un Sogdien. Les routes commerciales bourdonnèrent de vie, les temples de toutes les croyances se dressaient côte à côte. C'était un empire rare, un empire qui comprenait que la force naît de la diversité. Et même après qu'Alexandre le Grand eut incendié Persépolis, il ne put détruire ce que la Perse avait bâti. Il adopta les coutumes perses, épousa une princesse perse et utilisa ses systèmes administratifs pour gouverner son propre empire. Voilà le signe de la véritable grandeur. Quand même ton conquérant devient ton élève. Ainsi, quand on parle des rois, il ne s'agit pas seulement d'un pouvoir empilé sur un autre. Il s'agit d'une vision, celle qu'un empire pouvait s'étendre sur le monde connu et tenir ensemble grâce au respect, à la loi et à la connexion. La Perse n'était pas parfaite, mais elle osa imaginer une civilisation à l'échelle du monde, et pendant un temps, elle y parvint. La poussière de Persépolis est retombée depuis longtemps, mais les échos de son empire d'or résonnent encore sur chaque route bâtie pour relier les cœurs, les idées et les nations. Et quelque part, dans cet écho, on peut encore entendre la voix du roi des rois, rappelant au monde à quoi ressemblait autrefois la grandeur. Cyrus le Grand et le rêve d'unité. Imaginez vous réveiller un matin et découvrir que le monde a changé. Non pas parce que quelqu'un l'a détruit, mais parce que quelqu'un a décidé qu'il pouvait être meilleur. C'est sans doute ce que les gens ont ressenti lorsque Cyrus le Grand est apparu sur la scène de l'histoire. À une époque où la puissance se mesurait par le feu et la peur, il osa rêver d'autre chose, d'un empire fondé non sur la cruauté, mais sur le respect. Et, d'une manière ou d'une autre, il y parvint. Bien avant que le monde n'ait des nations et des frontières comme aujourd'hui, la Perse n'était qu'un territoire de tribus éparses, des peuples fiers et rudes, vivant entre désert et montagne. Cyrus naquit parmi eux, fils d'un petit chef perse sous domination mède. En toute logique, il aurait dû vivre et mourir comme un prince local, oublié du temps. Mais le destin en décida autrement. Lorsqu'il se révolta contre les Mèdes et remporta la victoire, il ne gagna pas seulement un trône, il gagna une vision, celle qu'un peuple pouvait être uni sans être écrasé. La première mise à l'épreuve de cette vision eut lieu lorsque Cyrus marcha sur Babylone.
le joyau de la Mésopotamie, puissante et ancienne. La plupart des rois seraient venus avec le feu et la vengeance. Cyrus, lui, vint avec une promesse. Quand son armée entra dans la ville en 539 avant notre ère, il n'y eut ni massacre, ni incendie, ni pillage. Au contraire, il rouvrit les temples que d'anciens souverains avaient refermés, rendit hommage aux divinités de Babylone et libéra ceux qui étaient restés réduits en esclavage. Le peuple l'accueillit comme un libérateur. Le cylindre de Cyrus, un artefact d'argile conservé aujourd'hui au British Museum, rapporte ses propres mots. « J'ai rendu au sanctuaire les images sacrées que j'y avais trouvées. J'ai rassemblé leur peuple et les ai ramenés dans leur foyer. » Pensez-y, un conquérant antique parlant de restauration plutôt que de ruine. Certains historiens le considèrent comme la première déclaration des droits de l'homme, et même si cela peut sembler grandiose, tout reposait sur une idée simple, le respect. Cyrus avait compris que la loyauté ne naît pas des chaînes, mais de la justice. Son empire s'étendait plus loin que quiconque n'aurait pu l'imaginer, de la mer Égée jusqu'aux confins de l'Inde. Des dizaines de langues, de croyances et de coutumes, toutes sous une même autorité. Et pourtant, la vie continuait. Les paysans cultivaient leurs champs, les prêtres chantaient leurs prières, les marchands vendaient leurs épices. La différence, c'était qu'ils savaient désormais qu'ils appartenaient à quelque chose de plus grand, un système où la diversité n'était pas écrasée, mais tissée ensemble. C'était là la magie de Cyrus. Il n'effaçait pas les cultures, il les reliait. Sous son règne, les routes commerciales devinrent des artères d'échange, non seulement de biens, mais d'idées. Il fit construire des routes, standardisa la monnaie et posa les bases de ce qui deviendrait plus tard le grand réseau de communication perse. On pouvait parcourir des centaines de kilomètres à travers ces terres et y trouver le même ordre, les mêmes lois, la même équité. Pour la première fois, le monde devait sembler cohérent. Ce qui est fascinant, c'est à quel point il différait des conquérants venus après lui. Alexandre, César, même Napoléon, tous ont cherché la gloire, gravant leur nom dans la terre à coups d'épée. Cyrus, lui, cherchait quelque chose de plus profond. Il croyait que la force n'avait pas besoin d'aller de pair avec l'oppression. Son empire prouvait que le pouvoir et la compassion pouvaient coexister. Pas parfaitement, mais assez pour inspirer. Bien sûr, aucun rêve ne dure éternellement. Cyrus mourut au combat sur la frontière orientale, et la légende raconte que son tombeau à Pasargade porte encore cette épitaphe simple. « Ô homme, qui que tu sois et d'où que tu viennes, je sais que tu viendras. Je suis Cyrus, fondateur de l'Empire perse. Ne m'envie pas ce petit morceau de terre qui recouvre mon corps. » Il y a dans ces mots quelque chose de profondément émouvant, l'humilité d'un homme qui régna autrefois sur le monde connu. Mais le rêve qu'il laissa derrière lui ne mourut pas avec lui. Ses successeurs, Darius, Xerxès et les rois qui suivirent, bâtirent sur ses fondations, développant et perfectionnant ce qu'il avait commencé. Ils créèrent la route royale, le système postal et les grandes cités de Suse et de Persépolis. Et pourtant, au cœur de toute cette grandeur demeurait la vision de Cyrus, l'unité par le respect. On pourrait croire que les empires anciens ne sont plus que poussière et souvenirs, leurs leçons enfouies depuis longtemps. Mais l'idée de Cyrus semble étrangement moderne. Dans un monde encore divisé par la langue, la foi et le pouvoir, son message résonne toujours à travers le temps. La véritable grandeur ne vient pas de forcer les autres à plier le genou, mais de trouver un moyen de se tenir ensemble. Alors, si un jour vous marchez parmi les ruines de Pasargade, aujourd'hui silencieuses, le vent glissant entre les pierres, souvenez-vous de cet homme qui se tint là autrefois et rêva d'unité. Le fils d'un berger devenu roi, un conquérant qui choisit la compassion. Et un chef qui, il y a 25 siècles, enseigna au monde que le plus solide des empires est celui fondé sur la compréhension. C'était Cyrus le Grand, l'homme qui transforma la puissance en paix et fit de l'unité bien plus qu'un rêve, la route qui unissait un empire. Imagine un cavalier lancé au galop à travers une vaste étendue de terre, le soleil brûlant au-dessus du désert, le bruit des sabots résonnant dans les montagnes et les vallées. Derrière lui, un nuage de poussière s'élève tandis qu'il serre contre lui un message scellé du sceau royal. Lorsqu'il atteint la prochaine station, un cheval frais l'attend déjà. En quelques minutes, le message poursuit son voyage, à travers rivières, plaines et royaumes, filant vers le cœur d'un empire plus vaste que tout ce qu'on pouvait imaginer. Cette route, cette ligne de vie, c'était la route royale de la Perse antique, le chemin qui liait tout un empire.
Difficile d'imaginer aujourd'hui à quel point cette idée était révolutionnaire. Avant les autoroutes, avant le courrier, avant même la notion d'un État centralisé, il y avait cela, un seul réseau routier reliant les peuples de l'Égypte à l'Inde, de l'Anatolie au golfe Persique. Ce n'était pas juste une route, c'était un symbole. Elle disait « Nous sommes un seul empire, et aucune distance n'est trop grande pour notre portée. » La route royale prit vie sous Darius le Grand, l'un des rois les plus brillants de la Perse. Ce n'était pas seulement un souverain, c'était un organisateur, un homme obsédé par l'ordre et l'efficacité. Il observa l'immense empire laissé par Cyrus le Grand, impressionnant certes, mais vaste et dispersé, et se demanda « Comment faire pour que tout cela fonctionne harmonieusement ?» La réponse, c'était la connexion. Alors Darius ordonna la construction et la rénovation de routes reliant les grandes villes de l'Empire, un prodige de 2700 km. S'étendant de Sardes, près de la mer Égée, jusqu'à Suse, près du golfe Persique. C'est à peu près la distance entre New York et Los Angeles, à une époque où la plupart des gens voyageaient à pied ou à cheval. Et le long de cette route, tous les 40 km environ, se trouvaient des relais, de petites stations où les courriers pouvaient changer de monture, se reposer, manger ou transmettre leur message aux cavaliers suivants. Hérodote, l'historien grec, fut tellement impressionné qu'il en parla des siècles plus tard. Il écrivit « Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni la nuit n'empêchent ces courriers d'accomplir leur mission avec rapidité. » Cela vous semble familier ? Le service postal moderne en a fait sa devise officieuse, un hommage à un système inventé il y a 2500 ans. Mais la route royale ne servait pas qu'à la vitesse, elle servait à l'unité. Pensez-y, dans un empire composé de dizaines de nations, de langues et de religions, la route était le fil qui les reliait toutes. Les marchands y transportèrent des produits venus d'Inde, des épices d'Arabie. Les diplomates y portèrent les décrets royaux. Les armées pouvaient s'y déplacer rapidement pour apaiser les rébellions ou défendre les frontières. Et les voyageurs ordinaires y marchaient orgueil sous la protection de la loi du roi des rois. Ce n'était pas seulement une route commerciale, c'était un message de confiance. Les citoyens de l'Empire savaient que tant qu'ils restèrent sur la route royale, ils étaient protégés par le roi. Des tours de garde, des patrouilles et des garnisons veillaient à leur sécurité. Imaginez cela, un voyageur quittant les montagnes froides de l'Anatolie, traversant des déserts brûlants, passant par des villes animées pleines de langues et de parfums venus du monde entier, sans jamais se sentir étranger. La route devint aussi un fleuve de culture. Les idées y circulaient, l'art, l'architecture, la religion, la science. Des prêtres zoroastriens marchaient aux côtés de marchands grecs, des commerçants égyptiens discutaient avec des soldats mèdes, et le savoir se transmettait entre eux. Si l'on y pense, la route royale était l'Internet de son temps. Elle reliait les esprits, diffusait les nouvelles et façonnait une conscience mondiale avant même que le mot « mondial » n'existe, et cela fonctionnait. Des messages qui auraient mis des mois ailleurs traversèrent de la Perse en une semaine. Les marchés prospéraient. Les impôts circulaient efficacement. L'Empire restait fort, non pas seulement grâce à ses armées, mais grâce à sa connexion. Darius avait transformé la géographie, autrefois l'ennemi des empires, en un atout. Bien sûr, la route royale ne dura pas éternellement. Quand Alexandre le Grand conquit la Perse, ses armées empruntèrent cette même route pour avancer plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible. Ironie du sort, ce qui rendait l'Empire perse si puissant le rendait aussi plus vulnérable. Mais Alexandre admira ce qu'il découvrit. Il ne détruisit pas la route, il l'utilisa. Il adopta même les systèmes perses de communication et d'administration, comprenant que leur génie résidait non pas dans la conquête, mais dans la connexion. Alors, quand on parle de la route qui unissait un empire, on parle de bien plus qu'un simple chemin. On parle du cœur battant d'une civilisation qui avait compris une vérité intemporelle. La connexion, c'est le pouvoir. Et aujourd'hui encore, notre monde repose sur ce même principe. Nos autoroutes, nos routes maritimes, nos câbles de données, ce sont les héritiers de cette idée ancienne. Pour gouverner, commercer ou simplement survivre, il faut rester connecté. Alors, imagine encore ce cavalier solitaire, filant dans la poussière, portant les mots d'un roi à travers l'horizon. Son voyage n'était pas qu'une question de vitesse, c'était une question d'unité. Chaque battement de sabot rappelait que l'empire perse, vaste et divers, formait un tout vivant et cohérent, tenu ensemble par une route extraordinaire, de Babylone à Persépolis, la vision perse de l'ordre.
As-tu déjà pénétré dans une pièce si parfaitement ordonnée que tu t'es arrêté un instant, simplement pour admirer comment tout semblait s'assembler avec harmonie? C'était ça, l'Empire perse, une civilisation qui ne se contentait pas de conquérir des terres, mais qui les organisait comme les pièces d'un grand dessin. De la cité antique de Babylone aux majestueuses terrasses de Persépolis, la Perse ne bâtissait pas le chaos, elle construisait l'ordre. Commençons par Babylone, le joyau de la Mésopotamie. Quand Cyrus le Grand entra dans la ville en 539 avant notre ère, il ne la brûla pas, il n'asservit pas son peuple. Non, il fit quelque chose qu'aucun conquérant n'aurait osé, il la respecta. Les Babyloniens s'attendèrent à la peur et à la destruction. Mais Cyrus arriva avec tolérance et compréhension. Il libéra les captifs, restaura les temples et permit à tous les peuples qu'il gouvernait de conserver leurs pratiques spirituelles et leurs traditions culturelles. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse. Cyrus avait compris quelque chose de simple mais de révolutionnaire. Les gens obéissent mieux quand ils se sentent respectés, pas écrasés. Cette approche, respect, diversité et stabilité, devint la base de ce que les Perses appelèrent de plus tard Acha, c'est-à-dire la vérité, l'ordre et l'harmonie. L'Empire n'était pas qu'un territoire, c'était une idée. Avançons de quelques décennies jusqu'à Darius le grand bâtisseur de l'Empire. Quand il regardait la Perse, il ne voyait pas le désordre, mais 1000 éléments à organiser. Alors, il transforma cette idée d'achat, l'ordre moral et cosmique, en quelque chose de concret. Il créa des systèmes, routes, postes, satrapies, monnaies, et bien sûr, des villes reflétant l'équilibre et la beauté perse. Et c'est là qu'entre en scène Persépolis, le joyau de l'architecture perse, la représentation physique de leur vision de l'ordre. Ce n'était pas seulement un palais ou une ville, c'était une déclaration. Construite sur une vaste terrasse de pierre surgissant de la terre, Persépolis fut conçue pour inspirer le respect. Chaque colonne, chaque relief, chaque escalier racontait l'histoire d'une civilisation qui valorisait la structure plutôt que le chaos. Imagine gravir les grands escaliers menant à la porte de toutes les nations. Sur les murs, des sculptures d'émissaires venus des 4 coins de l'Empire, grecs, égyptiens, indiens, babyloniens, apportant des présents au roi perse. Mais ils n'étaient pas représentés comme des esclaves vaincus. Ils se tenaient fièrement, vêtus de leurs propres habits, portant les symboles de leur terre. Voilà le génie silencieux de la Perse. La diversité n'était pas un problème à résoudre, mais une richesse à célébrer et à organiser. À Persépolis, le roi ne régnait pas seulement par la puissance, mais par l'exemple. Le complexe palatial était conçu comme un univers miniature, chaque espace équilibré, chaque colonne alignée, chaque salle suivant un rythme presque cosmique. C'était un monde où l'ordre n'était pas imposé, il était pensé. Et derrière cette pensée, une philosophie, la conviction que les êtres humains, comme le cosmos, fonctionnent mieux quand chaque chose est à sa juste place. Même la religion reflétait cette idée. Les enseignements de Zoroastre, le guide spirituel de la Perse, reposaient sur la lutte éternelle entre Acha, ordre, vérité, et Druge, chaos, mensonge. Suivre Acha n'était pas seulement un devoir religieux, c'était un devoir moral et civique. Maintenir l'empire juste et ordonné, c'était participer à l'ordre divin. C'est pourquoi les rois perses se proclamaient souvent les défenseurs de la vérité. Ainsi, quand Darius fit bâtir Persépolis, ce n'était pas pour l'apparat, c'était un reflet de l'équilibre divin. On pourrait dire que chaque pierre posée là était une prière pour l'harmonie, entre les peuples, entre les nations, entre les humains et les forces spirituelles. Mais voici ce qui est fascinant. Cette vision perse de l'ordre n'était pas seulement spirituelle ou esthétique, elle était aussi pratique. L'Empire fonctionnait comme une machine. Les impôts étaient collectés équitablement. Les lois étaient claires. Les gouverneurs étaient surveillés par les yeux et oreilles du roi. Les routes et les messagers assuraient une communication si rapide que Darius pouvait gouverner d'un bout à l'autre de son empire sans en perdre le contrôle. C'est pourquoi, des siècles plus tard, Alexandre le Grand fut émerveillé en découvrant Persépolis. Il la brûla, oui, peut-être par colère ou pour marquer la fin d'une ère, mais il ne put nier le génie de ce qu'il voyait. On raconte même qu'il conserva les administrateurs perses et adopta certaines de leurs méthodes, conscient que ce que la Perse avait bâti était trop parfait pour être entièrement détruit. Des jardins de Babylone au hall de marbre de Persépolis. L'histoire de la Perse n'a jamais été une simple histoire de puissance.
C'était une histoire de dessein. Leur empire transforma la diversité en unité, la foi en structure et la conquête en civilisation. Et peut-être est-ce pour cela que leur héritage résonne encore dans notre manière de penser la gouvernance, l'architecture et même la tolérance aujourd'hui. Car au fond, cette vision perse, cet équilibre entre liberté et ordre, est un idéal que toute société cherche encore à atteindre. Alors, la prochaine fois que tu imagineras les ruines de Persépolis se dressant sous le soleil du désert, ne les vois pas comme des pierres brisées, mais comme les vestiges d'un rêve. Un rêve qui avait uni tout un empire sous la promesse d'ordre, de vérité et d'unité. La route royale, l'autoroute de l'histoire perse. Si tu t'es déjà plaint des embouteillages ou d'un Wi-Fi trop lent, imagine devoir attendre 3 mois pour qu'un message traverse ton pays. C'était la vie avant l'arrivée des Perses, avant qu'ils ne construisent la route la plus impressionnante que le monde antique ait jamais connue. La route royale n'était pas qu'un ruban de pierre et de poussière, c'était la colonne vertébrale de l'Empire, le réseau qui faisait battre le cœur de la Perse. Imagine, tu es un messager royal, galopant à travers montagnes et déserts sous le soleil brûlant de Perse. Derrière toi, un nuage de poussière s'élève, tandis que ton cheval martèle la terre battue. Devant toi, une nouvelle station de relais t'attend. Chevaux frais, eau, nourriture, peut-être même des nouvelles de la capitale. Tu ne t'arrêtes pas longtemps, tu portes un message scellé du sceau du roi des rois lui-même. Il doit atteindre l'autre bout de l'Empire, et vite. Ce n'était pas un rêve, c'était la route royale, construite sous Darius le Grand, un homme qui ne voulait pas seulement régner sur un empire, mais le relier. La route s'étendait sur près de 2700 kilomètres, de Sardes, près de la mer Égée, jusqu'à Suse, au cœur de la Perse. Elle traversait montagnes, rivières et vastes plaines. Et pourtant, grâce à une organisation et une planification géniales, elle fonctionnait à merveille. Le système était simple mais brillant. Tous les 20 à 30 kilomètres, Darius fit construire une station de relais, une sorte de poste de courrier antique. Les messagers chevauchaient d'une station à l'autre, changeant de monture pour que les messages puissent circuler jour et nuit. Ce qu'un voyageur ordinaire mettait 3 mois à parcourir pouvait désormais être accompli en 1 semaine. Plus rapide que certains courriers modernes, honnêtement. L'historien grec Hérodote, qui n'était pourtant pas un grand admirateur de la Perse, ne put s'empêcher de louer ce système. Il écrivit « Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni l'obscurité de la nuit n'empêchent ces messagers d'accomplir leur mission avec toute la vitesse possible. » Ça te semble familier? Oui, des siècles plus tard, ces mêmes mots deviendront la devise non officielle du service postal moderne. Mais la route royale était bien plus qu'un simple itinéraire de communication. C'était une artère de civilisation. Les marchands l'empruntaient pour échanger leurs biens, des épices venues d'Inde, de l'or de Lydie, de la soie, de l'ivoire et de somptueux tapis perses. Les soldats y marchaient pour protéger les frontières, et les voyageurs pouvaient s'y déplacer en sécurité grâce aux patrouilles qui surveillaient la route. Pour la première fois dans l'histoire, on pouvait traverser des milliers de kilomètres sans se sentir étranger dans des terres hostiles. Partout, on se trouvait sous la protection du même roi, Darius, le roi des rois. Et cette route accomplissait quelque chose de remarquable. Elle transformait la diversité en unité. La Perse était un creuset de cultures, égyptiens, babyloniens, mèdes, grecs, indiens et bien d'autres encore. Différentes langues, croyances et traditions, mais toutes reliées par une seule route continue. Tu pouvais commencer ton voyage dans une ville grecque et le terminer dans un palais perse, en transportant des marchandises ou des lettres, et trouver en chemin quelqu'un qui comprenait ta mission. Darius n'a pas simplement construit une route, il a bâti la confiance. La route royale devint un symbole d'ordre, la preuve que l'Empire fonctionnait. C'est grâce à elle que les impôts arrivaient sans heurts, que les armées se mobilisaient rapidement et que les idées se propageaient d'un bout à l'autre. Même la religion et l'art voyageaient sur cette autoroute de l'histoire. Les prêtres zoroastriens, les artisans, les philosophes, tous partageaient leur savoir le long de ces chemins, façonnant la culture du monde antique. Et voici la partie fascinante. La route royale n'était pas entièrement une invention perse. Elle suivait d'anciens sentiers que les peuples locaux utilisaient depuis des générations. Mais Darius les transforma en chefs-d'œuvre d'infrastructure. Il les unifia, les entretint, les protégea et s'assura qu'ils servent le bien commun de l'Empire. D'une certaine manière, la route royale était comme l'Internet de l'Antiquité, un réseau qui transportait informations,
biens et culture sur d'immenses distances. Elle rendait l'Empire plus intelligent, plus rapide, plus connecté. Et comme l'Internet, elle avait du pouvoir. Celui qui contrôlait la route contrôlait le flux de la vie elle-même. Mais le temps, comme toujours, changea tout. Quand Alexandre le Grand traversa la Perse des siècles plus tard, il mena son armée sur cette même route. Elle était si bien construite qu'il n'eut pas besoin de la réparer. Il l'utilisa simplement, comme Darius l'avait prévu. C'est ça, la vraie grandeur. Quand ton œuvre survit à ton règne. Encore aujourd'hui, si tu voyages à travers certaines régions de l'Iran, de la Turquie ou de l'Irak moderne, tu peux voir les traces de la route royale. Ces chemins poussiéreux où résonnaient autrefois les sabots des chevaux et les échos de l'Empire. Les historiens et les archéologues suivent encore son tracé, émerveillés de voir à quel point quelque chose d'aussi ancien peut sembler si moderne dans son concept. Alors, la prochaine fois que tu envoies un message, un colis, ou que tu empruntes une autoroute, pense à Darius et à ses messagers galopant sous le soleil perse. Pense à cette ligne qui traversait les continents, reliant des peuples qui ne se seraient jamais rencontrés autrement. La route royale n'était pas seulement une question de vitesse, c'était une question de connexion. Et peut-être est-ce pour cela qu'elle résonne encore à travers le temps, rappelant que bien avant les satellites et la fibre optique, la vision d'un seul homme avait bâti une route qui transportait non seulement des messages, mais le battement même du cœur d'un empire. Les yeux et les oreilles du roi, les secrets d'une superpuissance antique. Imagine devoir gouverner un empire si vaste qu'il faudrait des mois pour le traverser à cheval. Des montagnes, des déserts, des rivières et des dizaines de peuples, chacun avec sa propre langue et ses coutumes. Et maintenant, imagine essayer de garder le contrôle de tout cela, sans téléphone, sans courriel, sans satellite. Impossible, non? Eh bien, pour les Perses, les maîtres de l'administration antique, ça ne l'était pas. Ils avaient une arme secrète, un réseau si efficace, si discrètement puissant, que même les gouvernements modernes pourraient en prendre de la graine. On l'appelait « les yeux et oreilles du roi ». L'expression sonne presque mythique, comme sortie d'un roman d'espionnage. Mais à l'époque de Darius le Grand, c'était bien réel. Ces yeux et oreilles formèrent les fils invisibles qui reliaient tout l'empire perse. Pendant que les armées protégeaient les frontières et que les gouverneurs dirigeaient les provinces, c'était ce réseau silencieux, presque invisible, qui s'assurait que tout restait sous contrôle et que le roi des rois savait toujours la vérité. Imagine un gouverneur en Égypte qui commence à se sentir un peu trop à l'aise, à collecter plus d'impôts qu'il ne devrait, ou à murmurer des envies d'indépendance. Avant même qu'il ne s'en rende compte, un messager royal arrive, calme, courtois, mais porteur d'un message sans équivoque de la part de Darius lui-même. Le gouverneur reste bouche bée. Comment le roi a-t-il su? Eh bien, quelque part, un des yeux et oreilles du roi avait vu et rapporté directement au trône. Ce n'était pas seulement un réseau d'espions, c'était un chef-d'œuvre de communication. Darius avait compris que le pouvoir ne repose pas uniquement sur le contrôle, mais sur la connaissance. On ne peut pas régner sur ce qu'on ne voit pas. Alors il créa un réseau d'informations qui s'étendait sur ces 20 satrapies, les provinces de l'Empire perse, pour s'assurer que rien ne lui échappe. Chaque satrapie avait un satrape, en gros, un gouverneur. Mais voici le coup de génie. Le commandant militaire de la province et le principal percepteur d'impôts n'étaient pas sous l'autorité de ce gouverneur. Ils rendèrent ce compte directement à Darius. Une idée brillante. Ainsi, aucune personne ne pouvait concentrer tout le pouvoir dans sa région. Et au-dessus d'eux, tous se trouvaient des yeux et oreilles, des inspecteurs royaux de confiance qui arrivaient sans prévenir pour auditer les comptes, interroger les soldats ou assister au procès. Ils étaient à la fois enquêteurs, diplomates et fantômes. On pourrait dire que les Perses ont inventé le premier service de renseignement organisé, bien avant la CIA ou le MI6. Et le plus fascinant, ce système ne fonctionnait pas uniquement par la peur, enfin, pas entièrement. Il reposait surtout sur l'efficacité et la responsabilité. Chacun savait que quelqu'un quelque part pouvait observer, pas forcément pour punir, mais pour s'assurer que l'Empire tournait rond. Et cela marchait à merveille. L'Empire s'étendait de la vallée de l'Indus à l'est jusqu'à la mer Égée à l'ouest, près de 3 millions de kilomètres carrés. Et pourtant, il resta étonnamment stable pendant des générations. Ce n'était pas de la chance, c'était l'information. Alors oui, on pourrait dire que Darius était un peu paranoïaque. Mais ce n'était pas un tyran obsédé par l'espionnage pour le plaisir du contrôle. Il voyait les yeux et oreilles comme un moyen de protéger la justice,
une valeur profondément ancrée dans la culture perse et le zoroastrisme, leur foi principale. Le concept d'achat, c'est-à-dire la vérité et l'ordre, était sacré. Pour régner avec justice, un roi devait savoir quand la vérité était déformée. Les yeux et oreilles l'aidaient à percer les mensonges, qu'ils viennent de gouverneurs corrompus, de soldats rebelles ou de marchands cupides. Certains historiens pensent même que Darius voyageait parfois incognito, se mêlant à son peuple pour entendre ce qu'on pensait vraiment de lui. Que ce soit vrai ou non, cela correspond bien à son esprit. Il cherchait la connexion, pas la distance. Et grâce à ce réseau, il restait relié au cœur battant de son empire. Pensi, les messages filaient le long de la route royale, portés par des courriers capables de traverser l'empire en une semaine. Les rapports arrivaient au palais plus vite qu'une rébellion ne pouvait éclater, et quand le roi agissait, on avait toujours l'impression qu'il savait déjà tout. Cette aura d'omniscience n'avait rien de magique. C'était de la logistique, de la précision et une intelligence humaine bien rodée. Même Alexandre le Grand, lorsqu'il conquit la Perse, conserva une grande partie de ce système. Il en comprit tout le génie, car la vérité, c'est que les empires ne s'effondrent pas à cause des ennemis extérieurs, ils se désagrègent de l'intérieur. Darius s'était assuré que cela ne lui arriverait pas. Alors, quand tu entends parler des yeux et oreilles du roi, ne pense pas seulement à des espions tapis dans l'ombre. Imagine plutôt le système nerveux d'un empire vivant, des messages circulant à travers des milliers de kilomètres, maintenant chaque partie consciente des autres. C'est grâce à cela que la Perse put devenir si vaste sans s'écrouler. Peut-être que le vrai secret du pouvoir antique n'était pas les armées ni la richesse, mais le savoir. Les Perses l'avaient compris. Et dans un monde où une simple rumeur pouvait déclencher une révolte, avoir des yeux et des oreilles partout n'était pas seulement intelligent, c'était vital. Alors, la prochaine fois que tu envoies un message à l'autre bout du monde ou que tu regardes un satellite suivre une tempête, pense à Darius, le roi qui voyait tout, bien avant les écrans, les capteurs et les technologies de moderne. La force de son empire ne résidait pas seulement dans ses murs ou ses soldats, elle était dans sa vigilance. Les yeux et oreilles du roi n'étaient pas juste ses outils, c'était son super-pouvoir, 11, de Cyrus Xerxès, la lignée des rois. Si tu te tenais dans la grande salle de Persépolis à son apogée, l'air chargé d'encens et le scintillement de l'or dans chaque recoin, tu verrais une histoire gravée dans la pierre, celle du pouvoir transmis de main en main, de père en fils, de conquérant en souverain. C'était l'histoire de la plus illustre lignée perse, une suite de rois qui ne se contentèrent pas de gouverner un empire. Ils définirent ce qu'un empire pouvait être. De Cyrus Xerxès, les rois des rois. Cyrus le Grand fit commencer cette histoire, non par la destruction, mais par une idée. Lorsqu'il entra dans Babylone en 539 avant notre ère, le peuple s'attendait à un bain de sang. Au lieu de cela, il arriva en libérateur, affranchissant les captifs et restaurant les temples. Il croyait au respect, pas seulement envers les dieux qu'il honorait, mais envers ceux des autres aussi. Ce simple choix bâtit la confiance entre les nations et transforma des terres conquises en provinces loyales. Imagine ça, un empire tenu non par des chaînes, mais par la coopération. C'était révolutionnaire. Cyrus n'était pas un souverain caché derrière ses murs. C'était un homme qui chevauchait avec ses soldats, écoutait ses conseillers et voyait au-delà de son temps. Il fonda la première capitale perse, Pasargade, non pas une forteresse, mais un symbole d'équilibre entre puissance et paix. Et bien qu'il soit mort au combat, son tombeau se dresse encore, simple et silencieux, à l'image de l'homme lui-même, le socle d'une dynastie qui allait transformer l'histoire. Puis vint Cambyse II, le fils de Cyrus, courageux, ambitieux et, selon certains, imprudent. Il repoussa les frontières jusqu'en Égypte, où il se proclama pharaon. Mais son règne fut marqué par le désordre. Pendant qu'il guerroyait au loin, des rébellions éclatèrent. Son pouvoir brûla vite et fort, comme une torche passée trop rapidement. Sa mort, soudaine et mystérieuse, laissa la Perse vaciller au bord du chaos. Et dans ce chaos entra Darius Ier, non pas héritier direct, mais homme de vision et d'ingéniosité. Certains le traitèrent d'usurpateur, d'autres de sauveur. Quoi qu'il fût, Darius reconstruisit la Perse depuis ses fondations. Il fut l'ingénieur de l'Empire, celui qui donna forme aux rêves de Cyrus. Darius divisa l'immense territoire en satrapies, chacune dirigée par un gouverneur fidèle au trône. Il établit un système d'impôts équitable, fit frapper la pièce d'or appelée le daric, et instaura une loi commune à tous. La route royale, son chef-d'œuvre, s'étendait sur près de 3000 kilomètres,
une artère vitale transportant messages, commerce et ordre à travers montagnes et déserts. Sous Darius, la Perse ne fit pas que s'agrandir, elle fonctionna. On pouvait voyager du Nil à l'Indus et y trouver la même justice, la même monnaie, la même autorité. C'est cela qui fit sa grandeur, non pas ses guerres, mais son organisation. Pourtant, il ne manquait pas d'ambition. Son regard se tourna vers l'ouest, vers la Grèce. Son invasion échoua à Marathon, mais elle alluma une flamme qui marqua toute une génération. Puis vint Xerxès, fils de Darius, né dans la gloire destinée à la légende. Le rêve inachevé de son père devint son obsession. En 480 avant notre ère, Xerxès mena l'une des plus grandes armées que le monde ait jamais vues. Des centaines de milliers d'hommes, des flottes couvrant la mer Égée, des ponts de bateaux reliant des continents. Les Grecs racontent ses excès et son orgueil, mais imagine-le de son point de vue, l'héritier du plus puissant empire du monde, décidé à venger son père et à se montrer digne de sa lignée. À Thermopyle, il rencontra un mur de courage spartiate. À Salamine, sa flotte subit une défaite retentissante. L'invasion, censée être un triomphe, devint un tournant, non seulement pour la Perse, mais pour l'histoire. Xerxès rentra chez lui toujours roi des rois, mais les fissures commencèrent à apparaître. L'empire était trop vaste, le trône trop lourd. Et pourtant, malgré leurs fautes, ces rois laissèrent tout plus que des victoires ou des monuments. Ils laissèrent une idée, celle que le leadership pouvait allier force et vision, que les empires pouvaient durer grâce à l'ordre et au respect, pas seulement par la conquête. Les Grecs ont peut-être écrit le dernier mot sur leur guerre, mais les Perses ont écrit le premier mot sur la civilisation. De l'humilité de Cyrus à la rigueur de Darius, jusqu'à l'ambition de Xerxès, chacun ajouta quelque chose à l'âme de l'Empire. Ensemble, ils créèrent un monde reliant continents, croyances et cultures, un modèle de gouvernement dont l'écho se fit entendre jusqu'à Rome, Byzance et bien au-delà. Ainsi, quand on parle des rois de la Perse, il ne s'agit pas seulement de souverains assis sur des trônes dorés. Il s'agit de visionnaires qui osèrent transformer des terres éparses en un réseau vivant d'humanité, qui croyaient, des siècles avant leur temps, que la grandeur ne résidait pas seulement dans la conquête du monde, mais dans sa connexion. Leur chemin, de Cyrus à Xerxès, ne fut ni droit ni paisible, mais il changea à jamais le cours de l'histoire. Et bien que leurs empires se soient effacés, leur conception du pouvoir, fondée sur la vision, l'équilibre et la mémoire, demeure encore comme les colonnes de Persépolis dressées vers l'infini ciel perse. 12. L'empire des nombreuses nations. Imagine ceci, tu te tiens dans la grande cité de Persépolis, le cœur d'un empire si vaste que, peu importe où tu regardes, le monde semble parler une langue différente. À ta gauche, une délégation d'Égypte apporte des présents d'or et de lin. À ta droite, des hommes venus d'Inde transportant des épices et de l'ivoire. Derrière eux, des soldats de Lydie, d'Élam, de Babylone et de Bactriane attendent patiemment, vêtus des couleurs de leur terre natale. Tous sont venus rendre hommage au roi des rois, souverain du plus grand empire que le monde ait jamais connu, la Perse. Maintenant, imagine entendre toutes ces langues à la fois, des centaines de dialectes tourbillonnant dans l'air comme une mélodie. Cela devait ressembler à un monde entier en train de parler en même temps. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Car sous l'empire achéménide, du 6e au 4e siècle avant notre ère, plus de 70 nations vivaient sous une même couronne. 70. Ce n'était pas seulement un royaume, c'était un monde uni par une seule idée. L'unité dans la diversité. Revenons au tout début. Quand Cyrus le Grand entreprit de bâtir son empire, il ne conquit pas seulement pour le pouvoir. Il conquit avec une vision. Il regardait le monde et pensait « Pourquoi détruire ce qui rend les peuples différents, alors qu'on peut s'en servir pour créer quelque chose de plus grand ?» Ainsi, lorsqu'il prit Babylone, au lieu d'effacer leurs traditions et leur culture, il les respecta. Il libéra les peuples réduits en esclavage, reconstruisit les temples et déclara que chaque nation pouvait garder ses coutumes. C'était une idée inédite dans le monde ancien, un empire qui ne réclamait pas l'uniformité, mais célébrait les différences. Et cela fonctionna. Sa politique de tolérance devint la base du pouvoir perse. Les gens ne voyaient pas la Perse comme un oppresseur, mais comme un système qui tenait debout. Les paysans d'Égypte, les marchands de Lydie, les prêtres de Babylone, tous trouvèrent leur place dans cette immense mosaïque. Et ce n'était pas seulement de la tolérance pour la paix, c'était de la stratégie.
Quand on se sent respecté, on coopère. Quand on coopère, on construit. Et quand on construit, eh bien, c'est ainsi qu'on finit par régner du Nil à l'Indus. Sous Darius le Grand, cette diversité devint une œuvre d'art administrative. L'Empire fut divisé en satrapies, des provinces, chacune dirigée par un satrape, souvent originaire de la région. Les chefs locaux gardèrent leur autorité, leur langue était toujours parlée, et même leurs lois restèrent parfois en vigueur. La seule différence, tous répondaient au roi des rois, qui veillait à ce que tout fonctionne parfaitement. Les impôts furent uniformisés, le commerce encouragé, et la fameuse route royale relia ces nations comme des artères transportant la vie de l'Empire. Imagine-toi, marchand, voyageant d'Anatolie à la Perse. Tu traverserais des terres où les gens ont des visages, des langues et des dieux différents, et pourtant, les mêmes pièces te serviraient à acheter de la nourriture, les mêmes gardes protégeraient ta caravane, et le même sceau royal garantirait ta sécurité. Voilà ce que la Perse avait créé, un monde connecté bien avant que le mot « mondialisation » ne voie le jour. Et voici la plus belle partie. Les Perses n'effacèrent pas les identités locales. Ils les mirent en valeur. À Persépolis, les sculptures des grands escaliers montrent des peuples venus des 4 coins de l'Empire apportant leurs offrandes au roi. On y voit leurs vêtements, leurs coiffures, leurs outils. Chaque groupe distinct, chaque groupe fier. Le message n'était pas « vous appartenez tous à la Perse », mais plutôt « vous êtes tous la Perse ». Même dans la religion, l'Empire trouva l'équilibre. Bien que le zoroastrisme ait été la foi dominante des souverains perses, avec son accent sur la vérité, l'ordre et la lutte cosmique entre le bien et le mal, il n'y eut jamais de conversion forcée. On adorait Marduk à Babylone, Amon en Égypte et Ahura Mazda en Perse, et d'une manière ou d'une autre, tout cela coexistait. C'est comme si les Perses avaient compris une vérité éternelle, que le pouvoir ne vient pas de l'uniformité, mais du fait de rassembler des différences dans un tout plus grand. Bien sûr, maintenir tant de nations unies n'était pas chose aisée. Il y eut des rébellions, des tensions inévitables. Mais chaque fois, les Perses se reconstruisirent, pas seulement par la force, mais aussi par la négociation, le respect et l'adaptation. Ils écoutaient, apprenaient et s'ajustaient, des qualités qui donnèrent à leur empire une longévité presque sans égale. Même leurs ennemis, comme les Grecs, ne purent s'empêcher de les admirer. Hérodote, l'historien grec souvent critique envers la Perse, les décrivit tout de même comme disciplinés, organisés et brillants dans l'art du gouvernement. Lorsqu'Alexandre le Grand finit par conquérir la Perse, il ne détruisit pas son système, il l'adopta. La structure de l'Empire était trop efficace pour être abandonnée. Et peut-être que c'est là leur héritage le plus impressionnant. L'idée qu'un empire composé de nombreuses nations pouvait prospérer, non en écrasant les différences, mais en les tissant ensemble. La Perse ne gouverna pas seulement des terres, elle toucha les cœurs et les esprits en prouvant que la diversité, gérée avec sagesse, pouvait devenir une force plutôt qu'une faiblesse. Alors, quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, ce patchwork de cultures, de langues et de croyances, souviens-toi que, il y a environ 2500 ans, la Perse nous montrait déjà que c'était possible. Elle prouva que l'unité ne signifiait pas l'uniformité, et que la grandeur ne venait pas de la domination, mais de la connexion. Et c'est sans doute pour cela que, même après que le temps a recouvert de poussière ses palais et ses rois, l'idée de l'empire perse demeure encore debout, non comme un empire de conquête, mais comme l'empire des nombreuses nations. 13. La grande expérience perse, le pouvoir par la tolérance. Imagine ceci, un vaste empire s'étendant de la mer Égée jusqu'au fleuve Indus, des millions de personnes, des dizaines de langues, un tourbillon d'êtres spirituels, de coutumes et de traditions. Maintenant, imagine être le souverain de tout cela et tenter d'éviter que l'ensemble ne s'effondre. La plupart des rois de l'histoire auraient dégainé l'épée. Mais les Perses, ils ont choisi quelque chose de bien plus audacieux. Ils ont régné par la tolérance. Ça semble presque trop moderne, non? Le pouvoir par la tolérance. Et pourtant, il y a plus de 2500 ans, les Perses expérimentaient déjà cette idée. Une expérience qui allait redéfinir la notion même d'empire. Tout commença, comme tant d'histoires perses, avec Cyrus le Grand. Ce n'était pas un conquérant qui entrait dans les villes pour tout réduire en cendres. Lorsqu'il pénétra à Babylone en 539 avant notre ère, il n'y eut ni massacre, ni pillage, ni destruction. Il entra comme quelqu'un qui tenait parole. Et il fit ensuite quelque chose d'extraordinaire. Il rendit la liberté au peuple. Le célèbre cylindre de Cyrus,
souvent considérée comme la première déclaration des droits de l'homme, raconte que Cyrus permit aux peuples exilés de retourner dans leurs terres, de reconstruire leurs temples et d'honorer leur propre Dieu. Il restaura au lieu d'effacer. Il n'imposa pas le culte d'Ahura Mazda, la divinité perse. Il honora Marduk, le protecteur de Babylone. C'était un geste de génie politique et un acte profondément moral. Cyrus avait compris ce que peu de conquérants ont compris. La peur peut offrir des terres, mais le respect t'offre la loyauté. Et dans un monde de royaumes et de tribus, la loyauté valait de l'or. Cet esprit de tolérance devint la pierre angulaire du pouvoir perse. Quand Darius le Grand monta sur le trône, il transforma la philosophie de Cyrus en véritable politique. Il organisa l'empire en satrapies, des provinces autonomes dirigées selon leurs lois et coutumes locales. Les Égyptiens étaient gouvernés par des Égyptiens, les Phéniciens par des Phéniciens. Les Perses ne remplaçaient pas les traditions locales, ils les intégraient. Tant que les impôts étaient payés et l'autorité du roi respectée, chacun pouvait vivre à sa manière. C'était une sorte de grande expérience sociale. Que se passe-t-il quand on unit des peuples non par la force, mais en les laissant être eux-mêmes? La réponse? Stabilité, prospérité et un empire qui dura des siècles. On voyait cet esprit d'inclusion partout. En parcourant Persépolis, la capitale cérémonielle de l'empire, on remarque quelque chose d'extraordinaire dans les sculptures. Des délégations venues des quatre coins de l'empire apportent leurs présents au roi des rois, éthiopiens, grecs, indiens, mèdes, égyptiens. Chaque groupe est représenté avec soin, portant ses vêtements traditionnels et ses offrandes propres à sa culture. Pas des esclaves, pas des ennemis soumis, des partenaires. Le message était clair, l'unité ne signifiait pas l'uniformité. Elle signifiait l'harmonie dans la différence. Bien sûr, la tolérance ne voulait pas dire faiblesse. Les Perses savaient qu'une liberté sans structure ne mène qu'au chaos. Darius veilla donc à ce que les lois de l'Empire restent uniformes en matière de justice et d'ordre. Sa célèbre inscription de Behistun raconte comment il écrasa les rébellions, toujours au nom de la vérité et de l'équité, ce que les Perses appelaient « achat », le principe d'ordre et de droiture. Même dans l'exercice du pouvoir, il y avait une finalité morale. Et c'est peut-être ce qui rendit la Perse si en avance sur son temps. Elle comprit que la diversité n'était pas un problème à résoudre, mais une force à canaliser. À une époque où la plupart des dirigeants exigeaient la conformité, la Perse prouva que la différence pouvait être le ciment, pas la fissure. Pensez, dans un seul empire, des marchands grecs commerçaient avec des artisans indiens, des paysans égyptiens alimentèrent les marchés babyloniens, et des exilés juifs reconstruisaient leurs temples sous protection perse. L'empire formait une toile d'échange, de biens, de langues, d'idées, simplement parce qu'on y vivait sans crainte d'être effacé. Cela ne veut pas dire que la Perse était un paradis. Des rébellions éclatèrent. Certains rois furent-ils plus sévères que d'autres. Xerxès, par exemple, n'était pas réputé pour sa patience face à la résistance. Mais malgré ces variations de tempérament, le système perse resta fondé sur une idée révolutionnaire. L'ordre ne vient pas de la domination, mais de l'équilibre. Et voici ce qui est fascinant. Cette expérience réussit si bien que même ses conquérants l'adoptèrent. Quand Alexandre le Grand prit la Perse, il ne détruisit pas son système administratif, il le copia. Il porta des habits perses, conserva les gouverneurs locaux et régna dans le même esprit d'inclusion. Plus tard, les Romains empruntèrent des principes similaires pour leur notion de citoyenneté et de gouvernance. L'effet d'onde de la tolérance perse traversa les siècles, influençant la manière dont les empires allaient gouverner le monde. Alors, quand on repense à la Perse aujourd'hui, on se souvient facilement de ses palais, de son or, de ses armées. Mais son véritable héritage, l'idée que la force ne vient pas de l'écrasement des autres, elle vient de la capacité à les élever, à les faire appartenir à un tout. Cyrus, Darius et leurs successeurs ne bâtissaient pas seulement un empire de pierre et de pouvoir. Ils testaient une idée qui semble encore moderne. La tolérance n'est pas la faiblesse d'un empire. C'est sa plus grande arme. Et peut-être que c'est pour cela que l'histoire de la Perse résonne encore. Parce que bien avant que le monde moderne ne parle de diversité, d'égalité et de respect, la Perse l'avait déjà fait et avait prouvé qu'un pouvoir fondé sur la tolérance pouvait réellement transformer le monde. 15. Le feu qui ne pouvait pas être éteint. L'héritage des rois perses. On dit que tout empire finit par s'éteindre. Rome est tombée, Babylone s'est effacée, et même les murs les plus solides finissent par s'effondrer avec le temps. Mais la Perse, la Perse brûlait d'un autre feu. Pas celui de la conquête ou de la guerre,
mais quelque chose de plus profond, une flamme d'idées, d'ordre et de vision qui, en vérité, ne s'est jamais éteinte. Imagine ceci, il y a plus de 2000 ans, l'Empire perse s'étendait plus largement que tous ceux qui l'avaient précédé, des vallées d'Égypte jusqu'aux montagnes de l'Inde. Ces rois siégeaient sur des trônes d'or, mais leur pouvoir ne se mesurait pas seulement en armée ou en trésors, il résidait dans leur façon de penser, de construire, de gouverner et de rêver. Voilà le feu dont nous parlons, celui qui brille encore dans l'histoire, dans la mémoire, et peut-être même en nous. Commençons avec Cyrus le Grand, l'étincelle qui alluma la flamme. Son empire fut le premier à unir autant de peuples sous une même bannière, non pas en détruisant leur culture, mais en les respectant. Quand il libéra les captifs de Babylone et leur permit de rentrer chez eux, ce n'était pas seulement un geste de clémence, c'était une vision. Il comprit ce que peu de conquérants ont jamais compris. Le véritable pouvoir ne vient pas des chaînes, mais de la confiance. L'idée que des peuples différents pouvaient vivre ensemble dans le respect, voilà une flamme qu'aucun conquérant après lui n'a jamais pu éteindre. Puis vint Darius le Grand, celui qui transforma cette vision en système vivant. Si Cyrus alluma le feu, Darius l'entretint avec constance. Il organisa l'empire comme un cœur battant, des provinces reliées par la route royale, des messages traversant les terres de Sardes à Suse, plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Il fit bâtir Persépolis non pas seulement comme un palais, mais comme un symbole, une cité où la diversité de l'empire se dressait côte à côte, gravée dans la pierre. Regarde de près ces sculptures, des Éthiopiens, des Grecs, des Mèdes, des Indiens, chacun apportant des offrandes, chacun représenté avec fierté. Darius ne gouvernait pas simplement un peuple, il orchestrait une civilisation, et la flamme continua de brûler, sous Xerxès, sous Artaxerxès et au-delà. Même quand les guerres éclataient, même quand les rivaux se levaient, l'idéal perse d'équilibre, celui de l'achat, la vérité et l'ordre, demeurait. Les rois changeaient, les capitales se déplaçaient, mais cette idée, elle, ne s'éteignait jamais. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ce feu s'est propagé bien au-delà des frontières de la Perse. Quand Alexandre le Grand conquit l'Empire perse, il ne chercha pas à en effacer les traces, il les adopta. Il s'habilla à la Perse, épousa une princesse perse et administra son empire selon le système même bâti par Darius. Le conquérant devint l'élève. Plus tard, les Romains, les Byzantins et même les empires islamiques empruntèrent à la Perse son modèle, sa bureaucratie, ses routes postales, sa philosophie du pouvoir. Le feu perse faisait désormais partie des fondations du monde. Mais faisons une pause. Quand on parle de feu, il ne s'agit pas seulement de système politique ou de palais de pierre, il s'agit d'un esprit. Les Zoroastriens, la foi ancienne de la Perse, voyaient dans le feu le symbole de la pureté, de la sagesse et de la vérité éternelle. Et c'est peut-être juste, car l'héritage des rois perses, c'est exactement cela, quelque chose de pur et d'immortel. La flamme de l'achat, de la justice et de l'équilibre a survécu à leurs empires. Même aujourd'hui, on peut encore sentir les échos de ce feu. Dans l'idée des droits humains, le cylindre de Cyrus en posa les premières pierres. Dans le concept d'administration et de tolérance, le système de Darius reste une inspiration. Dans l'architecture qui marie beauté et fonction, de Persépolis au design persan moderne, cet esprit d'harmonie persiste. Bien sûr, comme tout feu, il n'a pas toujours été doux. Les Perses pouvaient être impitoyables quand il le fallait. Les rébellions étaient écrasées, les cités incendiées, les ennemis punis. Mais même alors, leurs actes suivaient une certaine logique morale. Pas la destruction pour elle-même, mais la restauration de l'ordre. C'est ce qui les distinguait. Leur empire n'était pas un chaos couvert d'or, mais une structure fondée sur des idéaux. Et voici ce qu'il y a de particulier avec ce genre de feu. On peut le conquérir, l'enfouir, le rebaptiser, mais on ne peut pas l'éteindre. L'empire d'Alexandre s'effondra. Les Parthes s'élevèrent, puis les Sassanides, puis les dynasties islamiques. À chaque fois, l'âme perse, cette flamme d'art, de langue et de sagesse, réapparaissait, transformée mais vivante. Les noms changeaient, mais le battement demeurait. Des siècles plus tard encore, des poètes persans comme Hafez et Rumi portèrent cette même flamme, la transformant d'un empire en une illumination. Leurs vers parlèrent de vérité, de justice, d'amour, les mêmes idéaux sur lesquels les anciens rois avaient bâti leur monde. L'épée devint la plume, mais le message resta, la lumière ne peut pas être conquise.
Alors, quand on parle de l'héritage des rois perses, ce n'est pas seulement d'histoire qu'il s'agit, c'est un rappel. La grandeur ne se mesure pas à la durée du règne, mais à la profondeur des idées qu'on laisse brûler. Cyrus, Darius, Xerxès, ils ont disparu depuis longtemps, mais le feu qu'ils ont allumé, il brille encore, dans nos langues, dans nos systèmes, dans notre conviction tranquille que la force et la justice peuvent coexister. Car certains feux, les bons, ne meurent jamais avec le temps. Ils passent de main en main, d'époque en époque, illuminant ce que signifie vraiment être humain. Et cela, bien plus que l'or ou la gloire, voilà le véritable héritage des rois de Perse, un feu qu'on ne pouvait pas éteindre. Avant Rome, il y eut la Perse. Tu sais, on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. C'est une belle formule, non? Mais voilà le secret. Bien avant que Rome ne trace sa première route droite ou ne rêve d'un empire s'étendant sur des continents entiers, une autre civilisation avait déjà tout accompli. Bien avant César, avant le Colisée, avant le droit romain, il y eut la Perse. Et si l'on veut vraiment comprendre comment les empires naissent, s'organisent et perdurent, il faut commencer là. Car avant que Rome ne s'élève, la Perse avait déjà montré au monde ce qu'était le pouvoir guidé par une vision. Revenons en arrière, pas de quelques siècles, mais d'environ 600 ans avant que Rome ne devienne une superpuissance. Le monde méditerranéen cherchait encore ses repères. La Grèce n'était qu'un ensemble de cités-États qui se disputaient sans fin, surtout, de la politique à la poésie. L'Égypte, vieille de millénaires, déclinait peu à peu, et à l'est, quelque chose d'extraordinaire prenait forme, un vaste et brillant empire qui s'élevait sous Cyrus le Grand. Cyrus n'était pas un conquérant de plus accumulant les territoires pour la gloire. Il bâtissait quelque chose de nouveau, un système, une idée. Sa Perse n'était pas un empire qui écrasait les cultures, mais un empire qui les tissait ensemble. Il ne détruisait pas les dieux, ni les traditions des peuples conquis. Il les protégeait. Il libéra les Juifs de la captivité babylonienne et les autorisa à rentrer chez eux. Il forgea des alliances par le respect, pas seulement par la peur. On pourrait dire que Cyrus inventa ce qu'on appellerait aujourd'hui le soft power, des siècles avant que le terme n'existe. Puis vint Darius le Grand, l'organisateur, l'homme qui transforma la vision de Cyrus en un système vivant. Vois-le comme l'ingénieur de l'Empire. Darius construisit des routes, établit un service postal et divisa son empire en provinces, les satrapies, chacune dirigée par un gouverneur loyal mais surveillée par un réseau d'espions appelés les yeux et les oreilles du roi. Cela te rappelle quelque chose? Et pour cause. Rome imiterait presque tout cela plus tard. Les Romains se disaient maîtres de l'administration, mais la Perse l'avait fait avant eux, et peut-être mieux. L'empire de Darius s'étendait sur 3 continents, reliés par la route royale, un immense réseau d'environ 1700 milles reliant la mer Égée au cœur de la Perse. Des courriers pouvaient se la parcourir à une vitesse inimaginable. Des messages qui prenaient autrefois des mois arrivèrent désormais en quelques jours. Hérodote, l'historien grec, admirait ce système. Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni la nuit n'arrêtent ces messagers. Cela te semble familier? Le principe du service postal moderne vient de là, un héritage vieux de plusieurs millénaires. Mais ce qui rendait la Perse vraiment en avance sur son temps, ce n'était pas seulement son infrastructure, c'était son état d'esprit. Sa philosophie reposait sur l'ordre et la vérité, ce que les Perses appelaient « achat ». C'était la conviction que l'univers fonctionne au mieux lorsque règne l'équilibre et l'harmonie entre les hommes, la nature et le pouvoir. Darius grava même cette idée dans la pierre, sur les falaises de Behistun, une sorte de déclaration de mission antique. Il ne disait pas seulement « j'ai conquis », il affirmait « j'ai apporté l'ordre là où régnait le chaos ». Des siècles plus tard, Rome reprendrait ce principe sous le nom de Pax Romana, la paix romaine. Mais encore une fois, la Perse l'avait fait d'abord. Il est facile d'oublier qu'à l'époque où Rome se battait encore pour construire sa petite république, la Perse unissait déjà des dizaines de nations, parlant des langues différentes, honorant des dieux différents, vêtus de manières diverses, et pourtant, cela fonctionnait. Les Perses régnaient avec un certain respect. Ils laissaient les lois locales en place, les coutumes prospérer, tant que les impôts étaient repayés et la loyauté maintenue. Ce n'était pas parfait, bien sûr. Il y eut des révoltes, des guerres, des luttes de pouvoir. Mais pour son époque, c'était révolutionnaire. Un empire gouverné non seulement par l'épée, mais par la compréhension. Et c'est sans doute pour cela que la Perse dura si longtemps, et que son nombre s'étendit si loin. Même Alexandre le Grand, en la conquérant, ne détruisit pas son système.
il l'adopta. Il conserva les satrapes, les routes, l'administration. Il alla même jusqu'à revêtir les habits perses et traiter les nobles comme ses égaux. Le empire grec qui suivit était en réalité la Perse, simplement sous un autre nom. Et plus tard, Rome reprendrait ses mêmes fondations, la bureaucratie, les impôts, les routes, pour en faire les siennes. C'est amusant. Quand on pense aux empires, on voit souvent Rome comme le modèle absolu. Mais en vérité, Rome se tenait sur les épaules de la Perse. Sans elle, il n'y aurait peut-être jamais eu de Rome telle que nous la connaissons. L'idée même de gouverner un monde vaste et multiculturel, de bâtir des systèmes capables de relier des peuples à travers des milliers de kilomètres, vient du plan persan. Et les Perses n'ont pas seulement influencé la politique, ils ont façonné la culture, leur art, leur palais, leur religion, tout cela reflétait un profond sens de l'équilibre cosmique. L'idée zoroastrienne du bien et du mal se répandit à travers le temps, influençant le judaïsme, le christianisme et l'islam. Leur architecture inspira non seulement les empires futurs, mais aussi le design moderne, symétrie, lumière et cette alliance subtile entre beauté et ordre. Alors, la prochaine fois qu'on te dira que Rome est le fondement de la civilisation occidentale, souviens-toi de ceci. Avant que Rome n'apprenne à bâtir un empire, la Perse avait déjà construit le premier empire véritablement global. Les Perses ont relié l'Orient et l'Occident, non seulement par des routes commerciales, mais aussi par des idées de justice, d'unité et d'harmonie entre les hommes. Au fond, l'histoire retient souvent le dernier acte, pas le premier. Rome a peut-être occupé la scène, mais le décor avait été dressé par la Perse. Bien avant que les légions romaines ne marchent, avant que César ne rêve de puissance, avant que le latin ne résonne à travers l'Europe, il y eut Cyrus, il y eut Darius, il y eut la Perse. Et leurs flammes brûlent encore, discrètes mais vives, sous chaque empire venu après eux. À travers sables et montagnes, le voyage de l'empire perse. As-tu déjà réfléchi jusqu'où les hommes ont été prêts à aller, littéralement, pour bâtir une civilisation? Je ne parle pas d'une simple cité ou d'un royaume, mais d'un empire si vaste qu'il semblait toucher les confins du monde. C'était la Perse, un empire né au cœur aride du plateau iranien, entouré de montagnes, de déserts et d'un ciel sans fin. Un lieu qui semblait défier toute idée de connexion. Et pourtant, à partir de ce paysage rude et indomptable, ils ont bâti l'un des empires les plus interconnectés de toute l'histoire humaine. Si tu t'étais tenu là, peut-être sur une crête balayée par le vent, près de Persépolis, tu aurais vu des étendues infinies de pierres et de sable. Pour la plupart, ça aurait semblé un endroit impossible pour fonder un empire. Mais pour les Perses, c'était un défi. Ces montagnes n'étaient pas des barrières, elles étaient des ponts vers le destin. Ils apprirent à les franchir, à utiliser la terre au lieu de la combattre. L'histoire de la Perse est, à bien des égards, une histoire de mouvement, à travers les sables, les rivières et les cols montagneux, transportant messages, armées, idées et rêves. Tout commença, bien sûr, avec Cyrus le Grand. Il venait d'un monde à la fois brutal et magnifique, où les tribus vivaient isolées, séparées par des terres hostiles. Cyrus vit ce que les autres ne voyaient pas, que l'unité était possible, même entre des peuples divisés par la distance. Il conquit non seulement avec l'épée, mais avec des promesses, que son empire respecterait leurs dieux, leurs coutumes, leur mode de vie. C'était une idée révolutionnaire, et elle fonctionna. Des vallées de Médie jusqu'à la cité dorée de Babylone, la Perse s'étendit, traversant déserts et montagnes que d'autres jugèrent d'infranchissables. Et une fois ces terres conquises, les Perses ne se contentèrent pas de les gouverner, ils les relièrent. Sous Darius le Grand, l'empire devint un chef-d'œuvre d'organisation. Il comprit que, pour vivre, un empire devait respirer. Il lui fallait des routes, des échanges, une circulation. C'est ainsi qu'apparut la route royale, une artère de 1700 milles, reliant Sardes, près de la mer Égée, à Suse, près du golfe Persique. Imagine cela, des courriers chevauchant jour et nuit, changeant de monture à chaque relais, portant des messages qui traversaient tout l'empire en quelques jours. À travers les déserts brûlants, les hauts plateaux, les vallées et les plaines, la route royale transforma un paysage sauvage en un réseau vivant. Mais il ne s'agissait pas seulement de messages. Le long de ces routes circulaient aussi marchands, soldats, artisans et savants. Des épices venues d'Inde, de l'or de Lydie, des étoffes de Babylone, des idées de Grèce. Tout traversait la Perse comme le sang dans des veines. La géographie de l'Empire était extrême, mais les Perses transformèrent
cette diversité en force. Il ne cherchait pas à effacer les différences entre les peuples, il les reliait. Prends Persépolis par exemple, le cœur cérémoniel de l'Empire. Quand tu marches aujourd'hui parmi ces ruines, tu peux encore voir les bas-reliefs représentant des ambassadeurs venus du monde entier apportant des présents, chacun vêtu selon les traditions de son pays. Égyptiens portant des fleurs de lotus, Babyloniens apportant des tissus, Indiens offrant de l'ivoire, Grecs tenant des métaux précieux. Ces sculptures n'étaient pas de simples décorations, elles affirmaient un message. Les rois perses montraient au monde que leur pouvoir s'étendait à travers les climats, les cultures et les continents, du sable brûlant d'Arabie jusqu'aux cimes glacées de l'Hindu-Kush. Et c'est ce qu'on oublie souvent, la manière dont les Perses surent s'adapter à leur géographie. Ils apprirent à irriguer le désert grâce à des canaux souterrains appelés khanats, un système ingénieux qui fonctionne encore aujourd'hui. Ils construisirent des forteresses dans les montagnes, des cités dans les plaines et des palais qui semblaient flotter entre terre et ciel. Partout où ils allaient, ils harmonisaient l'architecture et la nature, sans jamais forcer la terre à se plier entièrement. C'était comme s'ils la respectaient, les déserts, les rivières, les falaises, conscients que ces mêmes paysages les avaient façonnés. Bien sûr, voyager à travers cet empire n'était pas chose aisée. La chaleur pouvait faire fondre le bronze, le froid fissurer la pierre. Mais c'est précisément ce qui rendait les Perses si remarquables. Ils n'étaient pas seulement des conquérants, ils étaient des voyageurs, des administrateurs, des visionnaires. Ils bâtirent des relais, des postes d'approvisionnement, des tours de guet. Ils rendirent possible ce que d'autres jugeaient impossible. La route royale ne transportait pas seulement des messages, elle portait le battement de cœur de tout un empire. Et à travers tout cela, une idée les unissait, l'ordre dans la diversité. Les Perses croyaient que le monde n'était pas destiné à n'avoir qu'une seule couleur ou une seule langue. Il devait être une tapisserie. Des déserts d'Arabie aux forêts du pont Euxin, ils voyaient chaque région comme un fil ajoutant sa nuance à l'ensemble. Peut-être est-ce pour cela que leur empire dura si longtemps, parce qu'il ne fut pas bâti sur l'effacement des différences, mais sur leur harmonie. Des siècles plus tard, lorsqu'Alexandre le Grand traversa la Perse, il ne détruisit pas cet esprit, il en fut captivé. Il adopta les vêtements, les coutumes, les routes perses. Et quand Rome s'éleva à son tour, ses ingénieurs, ses gouverneurs et ses généraux suivirent sans le savoir les plans persans, car la Perse avait déjà trouvé comment administrer un monde qui s'étendait de l'océan aux montagnes et au sable. Alors, quand tu penses à l'empire perse, n'imagine pas seulement des rois sur des trônes ou des armées en armure dorée. Imagine l'immensité, des caravanes avançant sous un soleil brûlant, des cavaliers galopant à travers des cols enneigés, des marchands franchissant l'Euphrate, tous unis par un fil invisible d'ordre et d'ambition. Voilà le voyage de l'Empire perse, non seulement à travers les terres, mais à travers les possibles. Car bien avant que le monde ne devienne global, bien avant que le mot connexion n'existe, la Perse avait déjà franchi toutes les frontières, celles du sable, de la montagne et du cœur, et appris au monde ce que signifiait vraiment être uni. 18. La vengeance de Xerxès et la chute du puissant. Imagine la scène. La mer scintille sous le soleil du matin. Des milliers de navires s'étendent à perte de vue, leurs voiles gonflées comme les ailes de géants. L'air résonne du battement des tambours et des cris des hommes. Sur le rivage se tient un roi, grand, fier, drapé d'or. Ses yeux ne se posent pas sur la beauté du lever du soleil, mais sur l'ouest, vers la Grèce. Ce roi, c'est Xerxès, fils de Darius le Grand, héritier du plus vaste empire que le monde ait jamais connu. Et ce matin-là, il ne regardait pas la mer, il regardait la vengeance. Tu vois, ce n'était pas une campagne comme les autres, c'était personnel. Des années plus tôt, le père de Xerxès, Darius, avait lancé une invasion de la Grèce. Mais elle s'était terminée dans l'humiliation, les troupes perses vaincues à Marathon, un nom qui résonne encore comme un tambour de défi. Darius avait juré de revenir, mais la mort l'emporta avant qu'il ne puisse tenir sa promesse. Alors, Xerxès, héritant non seulement d'un empire mais aussi d'une rancune, décida d'achever ce que son père avait commencé. Xerxès n'était pas un souverain ordinaire, il avait grandi dans un monde de luxe et d'ordre, entouré de marbre et de la sagesse de ses ancêtres. Mais il portait aussi le poids d'immenses attentes. Imagine qu'on te dise, dès ta naissance, que tu es le fils d'un roi divin, destiné à régner sur le monde. Une telle pression peut façonner un homme, ou le briser. Lorsqu'il monta sur le trône,
Xerxès voulut prouver qu'il n'était pas seulement le fils de son père, il était plus grand encore. Il rassembla ses généraux, ses architectes et ses scribes et lança les préparatifs d'une campagne qui ferait trembler le monde. Les chiffres donnent le vertige. Certains récits anciens parlent d'une armée de plus d'1 million d'hommes. Même si c'est sans doute exagéré, il s'agissait bien de centaines de milliers de soldats, d'ingénieurs et d'ouvriers, la plus vaste force d'invasion que le monde antique ait jamais vue. La logistique à elle seule était prodigieuse. On construisit des ponts au-dessus de l'Hellespont, on renforça les routes, on établit des chaînes d'approvisionnement sur des kilomètres. Ces ingénieurs allèrent même jusqu'à attacher des navires entre eux pour créer des ponts flottants, permettant à son armée de marcher sur la mer. Un exploit si audacieux que lorsque la première tentative échoua à cause d'une tempête, Xerxès ordonna qu'on fouette les eaux. Oui, fouetter, comme si la mer elle-même l'avait défié. Ce geste en dit long sur Xerxès, orgueilleux, théâtral, mais aussi profondément humain dans sa colère. Quand son armée se mit enfin en marche, c'était comme si la terre elle-même se déplaçait. Des nations entières avançaient côte à côte, Perses, Mèdes, Égyptiens, Babyloniens, et même des Grecs conquis des îles orientales. C'était un empire en marche, un symbole vivant de la puissance perse. Et au début, tout semblait réussir. Les cités tombaient, les soldats pliaient le genou, la peur se répandait à travers la Grèce. Puis vint les Thermopyles, un étroit passage de montagne où une petite force grecque attendait. Tu connais sûrement l'histoire de Léonidas et de ses 300 Spartiates, mais on oublie souvent à quel point Xerxès les avait sous-estimés. Ils s'attendaient à les voir fuir. Au lieu de cela, ils combattirent jusqu'à la mort, donnant à la Grèce le temps de s'unir. Xerxès gagna la bataille, oui, le passage fut pris. Mais quelque chose changea ce jour-là. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était un avertissement. Les Perses venèrent de rencontrer un ennemi qui refusait de plier le genou. Vint ensuite l'incendie d'Athènes, la grande vengeance de Xerxès. Il regarda les flammes dévorer la ville, convaincu que l'humiliation de Marathon avait été effacée. Mais le feu a une étrange manière de tromper les conquérants. Les cendres d'Athènes ne marquèrent pas la fin de la Grèce. Elles furent l'étincelle de sa résistance. Puis arriva la bataille de Salamine, un piège naval tendu par le rusé général athénien Thémistocle. La grande flotte de Xerxès, confiante et immense, s'engagea dans des eaux étroites où sa taille devint un handicap. Les trirèmes grecques, plus petites, plus rapides, plus meurtrières, attaquèrent comme une meute de loups. Depuis son trône d'or sur les falaises, Xerxès regarda avec horreur sa puissante marine se briser sous ses yeux. En cet instant, l'illusion d'invincibilité se fissura. Le grand roi, maître des nations, fils de Darius, héritier de Cyrus, vit ce qu'aucun roi perse n'avait vu avant lui. La défaite, nue et incontestable. Il se retira, son armée rentrant péniblement, affamée et désordonnée. Ses généraux le supplièrent de rester et de se battre, mais Xerxès en avait assez vu. Le roi divin fit demi-tour, laissant derrière lui des hommes qui ne reverraient jamais leur foyer. L'histoire le retient comme celui qui perdit la Grèce, mais c'est bien trop réducteur. Xerxès était plus complexe que cela. Ce n'était pas qu'un conquérant raté, c'était un rêveur poursuivant l'ombre d'une perfection, hanté par le fantôme de son père et poussé par une fierté qui refusait de plier. Il fit bâtir des palais qui touchèrent le ciel, gouverna des nations et régna sur l'un des empires les plus avancés de l'histoire. Mais au bout du compte, même lui apprit qu'aucun empire, si grand soit-il, ne peut tout contrôler, ni la mer, ni le destin, ni le feu d'un peuple libre. Quand Xerxès revint à Persépolis, il régna encore plusieurs années, mais quelque chose en lui avait changé. L'homme qui avait un jour fait fouetter l'océan semblait désormais plus calme, plus lourd. Peut-être avait-il compris que le vrai pouvoir ne résidait pas seulement dans la conquête des terres, mais dans la connaissance de ses limites. Et pourtant, son histoire, son ascension et sa chute marqua un tournant. Elle montra au monde que même les empires pouvaient saigner, que la frontière entre la gloire et la ruine est plus fine que le fil d'une épée. Alors, quand on se souvient de Xerxès, il ne faut pas seulement voir l'arrogance ou la défaite. Il faut voir l'homme derrière la couronne, un homme qui essaya de tenir le monde entre ses mains pour finalement le voir lui glisser entre les doigts comme du sable. Car c'est là la leçon cachée dans son histoire. Même les plus puissants peuvent tomber, mais leurs échos ne s'éteignent jamais vraiment. 19. Le premier empire mondial, le don de la Perse au monde. Imagine-toi debout sur une colline, quelque part près de Persépolis. Le vent caresse ton visage,
Le désert s'étend à perte de vue dans toutes les directions. Maintenant, ferme les yeux et pense à ceci. Il y a 2500 ans, ce même vent portait les langues de dizaines de nations, le parfum d'épices lointaines, le rythme de milliers de pas différents, avançant tous vers une seule idée, la connexion. Bien avant Rome, bien avant qu'Alexandre ne rêve de conquérir le monde, il y avait la Perse. Et la Perse fit quelque chose que personne n'avait jamais accompli auparavant. Elle bâtit le premier empire mondial. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Tout commença avec Cyrus le Grand, un homme qui croyait qu'un empire ne devait pas écraser les peuples, mais les unir. Alors que d'autres régnaient par la peur, Cyrus gouvernait par le respect. Quand il conquit Babylone, il n'y mit pas le feu. Il entra dans la ville comme s'il y avait toujours appartenu. Il libéra les captifs, rétablit les temples et laissa chacun pratiquer sa foi. Pour le monde antique, c'était impensable. C'était la première fois de l'histoire que le pouvoir s'exerçait avec clémence, et que cette clémence devenait une politique. C'est cela qui rendait l'empire perse si différent. Ce n'était pas seulement un royaume délimité, c'était un réseau de nations, chacune avec ses propres traditions, langues et croyances, toutes reliées par un vaste système organisé. Des montagnes d'Anatolie aux sables d'Égypte, de la vallée de l'Indus aux rivages de l'Égée, la Perse ne se contentait pas de régner. Elle administrait la diversité. On pourrait dire que c'était la première tentative d'humanité vers la mondialisation. Sous Darius le Grand, ce rêve prit forme. Darius ne voulait pas seulement posséder un empire, il voulait qu'il fonctionne, efficacement, harmonieusement et avec beauté. Alors, il fit construire la route royale, une voie de près de 1700 miles, bordée de relais et de gardes, reliant des cités autrefois séparées par des mondes. Les messages pouvaient traverser l'empire en une semaine, un exploit inégalé pendant des siècles. On disait de ces courriers qu'aucune neige, ni pluie, ni obscurité de la nuit ne les arrêtait. Une phrase qui résonne encore aujourd'hui dans la devise de certains services postaux modernes. Voilà le don de la Perse qui vit toujours parmi nous. Mais les routes n'étaient pas le seul lien entre les peuples. Darius introduisit une monnaie commune, le darik d'or, qui permit le commerce entre provinces éloignées. Les marchands d'Égypte pouvaient faire affaire avec ceux de Bactriane sans avoir besoin d'interprètes pour leurs pièces. L'économie se mit à circuler comme jamais auparavant. En bien des façons, la Perse posa les fondations du marché interconnecté, un système mondial avant même que le mot mondial n'existe. Et pourtant, la grandeur de la Perse ne se résumait pas à ses routes ou à ses monnaies. Elle se trouvait aussi dans sa philosophie, dans sa conviction que des cultures différentes pouvaient coexister sous une même bannière sans perdre leur identité. Réfléchis à cela. Cet empire gouvernait des Grecs, des Juifs, des Égyptiens, des Indiens, des Babyloniens, et ne leur demandait pas de devenir Perses. Au contraire, il leur disait « Tu peux faire partie de cet empire tout en restant toi-même ». Une leçon que bien des nations modernes peinent encore à apprendre. À Persépolis, le cœur cérémoniel de l'empire, on peut encore voir cette vision gravée dans la pierre. Sur les grands escaliers, des files de délégations venues des 4 coins du monde connu, des hommes vêtus de leurs habits traditionnels, portant des présents pour le roi. Ils ne sont pas agenouillés, ils se tiennent droit. Le message était clair, cet empire reposait sur la coopération, pas sur l'humiliation. Un lieu où la différence était une force. Même l'administration perse reflétait cette inclusion. Les gouverneurs locaux, appelés satrapes, provenaient souvent des terres qu'ils administraient. Chaque province conservait une certaine autonomie, ses lois, sa langue, ses coutumes, tant qu'elle restait loyale au grand roi. C'était un équilibre délicat, mais il fonctionnait. Et lorsqu'il fonctionnait, il produisait quelque chose d'extraordinaire, la paix. Cette paix, la Pax Persica, dura des générations. Pour la première fois dans l'histoire, d'immenses régions du monde purent de voyager, commercer et communiquer en sécurité. On pouvait aller du Nil à l'Indus, traverser déserts et montagnes, tout en restant sous les mêmes lois, protégés par le même empire. La Perse n'avait pas seulement conquis des terres, elle avait relié les civilisations. Bien sûr, aucun empire ne dure éternellement. Quand Alexandre le Grand balaya la Perse, il fut à la fois conquérant et admirateur. Il adopta les coutumes perses, les vêtements perses, même le système de gouvernance perse. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que les Perses avaient déjà bâti ce qu'ils rêvaient de créer. Un monde uni non pas par la destruction, mais par le dessein. Et même après la chute de la Perse, son influence ne disparut jamais. L'idée des provinces et des gouverneurs, l'usage d'une langue commune pour l'administration,
la notion même de respecter les coutumes locales tout en maintenant une autorité centrale. Tout cela devint la base des empires suivants. Rome s'en inspira, Byzance la perfectionna. Même nos gouvernements modernes en portent encore l'écho. Alors, quand tu penses au don de la Perse au monde, ce ne sont pas seulement des routes, des pièces ou des palais. C'est l'idée que l'humanité peut être plusieurs choses à la fois, diverses mais unies, indépendantes mais connectées. C'est la conviction que la force ne vient pas de la ressemblance mais de la compréhension des différences, tissées ensemble en quelque chose de plus grand. Cyrus disait un jour « La diversité dans les conseils, l'unité dans le commandement ». Et c'est cet esprit qui porta son empire à travers les continents, et qui murmure encore aujourd'hui dans notre monde globalisé. Bien avant les avions, avant Internet, avant même que quelqu'un n'imagine un ordre mondial, la Perse nous avait déjà montré que c'était possible. Le premier empire mondial n'a pas seulement construit des routes, il a bâti des relations. Et en ce sens, son véritable don n'était ni l'or ni le pouvoir. C'était le plan même de la civilisation, la route des empires. Comment la Perse a façonné le monde antique. Imagine ceci, un cavalier couvert de poussière galopant à travers une vaste étendue de terre, son cheval martelant pierres et sables, portant un message scellé du sceau d'un roi. Derrière lui, le soleil brûle d'or à l'horizon, et devant lui, des milliers de kilomètres de routes ouvertes. Ce n'est pas un marchand, ni un vagabond. Il fait partie de quelque chose de bien plus grand, le pouls d'un empire qui reliait le monde antique. La route qu'il parcourt à toute allure, c'est la route royale, l'épine dorsale de l'Empire perse. Et ce n'était pas qu'une simple voie, c'était la première super-autoroute du monde, un réseau qui reliait les peuples, les idées et les nations, bien avant que le mot mondial n'existe. La Perse n'a pas seulement bâti un empire, elle a bâti des connexions. Et ces connexions allaient façonner le monde antique d'une manière qui résonne encore aujourd'hui. Tout commença avec Darius le Grand, un homme qui croyait que régner sur un empire ne consistait pas à rester assis sur un trône, mais à faire circuler le monde. Sous son règne, la route royale s'étendait sur près de 1700 milles, de la ville de Sardes, dans l'actuelle Turquie, jusqu'à Suse, près du golfe Persique. C'est à peu près la distance entre Londres et Istanbul, et les courriers de l'époque la parcouraient en seulement 7 jours. 7, rappelez-vous. Cela se passait il y a environ 2500 ans. La plupart des royaumes de l'époque avaient du mal à contrôler leurs propres frontières, mais la Perse, elle, avait la communication, elle avait la coordination. Le long de la route, Darius fit construire des relais où les messagers pouvaient se reposer, changer de cheval et repartir, une sorte d'aéroport antique, en somme. L'historien grec Hérodote écrivit un jour que « Ni la neige, ni la pluie, ni les ténèbres de la nuit n'arrêtèrent ces cavaliers. » Et si cette phrase vous semble familière, c'est qu'elle inspira la devise du service postal moderne. L'efficacité perse devint littéralement un modèle pour le monde. Mais ce n'était pas seulement une question de vitesse. La route royale était un symbole d'unité, un pont entre les cultures. Pensez-y, l'empire perse s'étendait de l'Égypte jusqu'à l'Inde, englobant plus de 40 nations, langues et religions différentes. Et pourtant, on pouvait voyager sur cette route en sécurité, commercer, raconter des histoires et transmettre des nouvelles d'un bout du monde à l'autre. L'Empire devint ainsi un réseau vivant, vibrant de mouvements. Vous pouviez être un marchand de Babylone vendant des étoffes, un négociant lydien portant des pièces d'argent, ou un prêtre égyptien transportant des rouleaux sacrés, tous voyageant sur la même route, sous la même protection du grand roi. Pour la première fois dans l'histoire, les gens pouvaient se déplacer librement sur d'immenses distances sans crainte. C'était l'aube de ce que nous appellerions aujourd'hui la mondialisation, le moment où les cultures commencèrent à s'influencer, non pas seulement par la guerre, mais par le contact. Et c'est là que la Perse changea tout. Avant elle, les empires s'étaient élevés et effondrés uniquement par la conquête. Mais le génie perse ne résidait pas seulement dans ses armées, il se trouvait dans son organisation. Les Perses comprirent qu'un empire fort avait besoin de systèmes, communication, monnaie, loi, et surtout, connexion. À la route royale s'ajoutèrent un système postal, une monnaie standardisée et un réseau de satrapes, des gouverneurs locaux administrant leur région tout en rendant compte au roi. Ces systèmes devinrent le modèle des empires ultérieurs, notamment celui de Rome. En réalité, lorsque les Romains construisirent leur fameuse route, ils ne créaient rien de nouveau. Ils perfectionnaient une idée née en Perse plusieurs siècles auparavant.
Et il ne faut pas oublier la circulation des idées le long de ces routes. Les ingénieurs perses partageaient leurs techniques d'irrigation avec les Égyptiens. Les savants grecs apprenaient des astronomes perses. L'art, la religion et la philosophie voyageaient comme des caravanes, lentement, mais sûrement, se transformant au fil du trajet. Les idées zoroastriennes du bien et du mal influencèrent la pensée juive pendant l'exil à Babylone, puis, plus tard, marquèrent le christianisme et l'islam. En un sens, ces routes perses ne transportèrent pas seulement des marchandises, elles portaient les semences des civilisations futures. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont la Perse parvint à maintenir cet ensemble. Son empire était immense, trop vaste pour être dominé par la peur seule. Alors elle usa d'une force plus puissante, la tolérance. Les coutumes locales étaient respectées, les dirigeants vaincus souvent maintenus en place, et les peuples conquis pouvaient pratiquer leurs croyances. En échange, ils participaient à un système qui leur offrait stabilité, prospérité et sécurité. Cette confiance, c'est elle qui maintenait les routes ouvertes et l'empire vivant. Imaginez-vous voyageurs, traversant les temples dorés de Babylone, les montagnes enneigées du Zagros, puis les vallées verdoyantes près de Persépolis. Chaque halte offrait un monde nouveau, nouvelle langue, nouvelle saveur, nouvelle musique, mais un même sentiment d'ordre sous-jacent, les mêmes routes, les mêmes règles, le même roi veillant sur l'ensemble. On aurait pu croire que le monde avait enfin trouvé son rythme. Bien sûr, comme tous les empires, la Perse finit par tomber, d'abord sous les coups d'Alexandre, puis sous ceux du temps. Mais son héritage ne s'éteignit jamais. Chaque empire venu après emprunta quelque chose à la Perse, ses routes, son système postal, sa vision d'unité dans la diversité. Même notre idée moderne d'infrastructure, celle qui fait des nations fortes grâce à des connexions solides, remonte à ces routes de pierre posées par Darius et ses bâtisseurs. Alors, la prochaine fois que vous verrez une autoroute s'étendre à l'horizon, ou que vous enverrez un message à l'autre bout du monde en quelques secondes, souvenez-vous, les Perses ont commencé ce voyage il y a bien longtemps. Ils n'ont pas seulement bâti un empire, ils ont bâti un monde en mouvement. Et dans ce mouvement, ils ont façonné le monde antique et tous ceux qui ont suivi. L'empire perse fut la première grande réseau de l'humanité, un empire fondé non pas seulement sur la conquête, mais sur la connexion, l'organisation et la tolérance. Cyrus le Grand révolutionna le pouvoir par la compassion et le respect. Lorsqu'il conquit Babylone, il libéra les captifs et restaura les temples, favorisant la liberté religieuse et la diversité culturelle. Son règne introduisit l'idée d'un pouvoir fondé sur la confiance plutôt que sur la peur, posant ainsi les bases de l'unité entre nations diverses. Darius Ier transforma la vision de Cyrus en un système structuré. Il divisa l'empire en satrapies, établit la route royale, une voie de communication et de commerce de 2700 km, et introduisit une monnaie et des lois uniformes. Son efficacité administrative créa l'une des bureaucraties les plus stables et avancées de l'histoire. Les yeux et oreilles du roi assuraient la surveillance et la loyauté à travers l'empire. La route royale fut célébrée comme le cœur battant de l'empire, reliant peuples, biens et idées de la mer Égée à l'Inde, une sorte d'Internet antique symbolisant l'unité par l'infrastructure. La tolérance et la gestion de la diversité furent la plus grande innovation perse. L'empire permit à des nations, des langues et des religions variées de coexister pacifiquement sous un même système, un modèle de gouvernance multiculturelle qui inspira plus tard Rome. Persépolis, chef-d'œuvre architectural de Darius, incarnait l'idéal perse d'ordre et d'harmonie, Acha, un équilibre entre diversité, justice et ordre cosmique. En conclusion, l'héritage de la Perse perdure. Ces concepts de gouvernance, de communication et de droits humains ont façonné les civilisations suivantes. Même Alexandre le Grand, après l'avoir conquise, adopta ces systèmes, reconnaissant leur génie. Merci d'avoir regardé. Dormez bien, restez curieux, et souvenez-vous, même les empires ont besoin eux aussi de dormir un peu.